Une fois que vous m'inviterez, j'accepterai à ce que je vienne et que je commence mon discours par j'accuse. Au lieu de pouvoir nous rassembler, on verse encore des discours incendiaires à l'intérieur de ce pays. Pourquoi? Je vous dis que la prochaine fois, je viendrai, la première chose que je vous dirai, j'accuse. Je vous dirai pourquoi et comment. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission face à face un peu spéciale aujourd'hui puisque nous recevons, c'est une première dans ce style d'émission, le vice-premier ministre en charge des Transports, M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, la dernière fois que nous vous recevions, c'était une édition spéciale. On avait beaucoup parlé de votre secteur. Vous aviez fait beaucoup d'annonces. Beaucoup de questions sont toujours d'actualité. Mais vous accusiez aussi ou vous annonciez que vous alliez, lors de notre prochaine émission, vous ne l'espériez pas parce que, comme vous le disiez à l'époque, vous espériez que les choses changeraient, mais vous aviez dit que vous allez accuser certains acteurs. Est-ce d'actualité, oui ou non? Je peux vous confirmer, effectivement, que c'est d'actualité. Et je peux vous dire que j'accuse M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano et certains acteurs dirigeants de la SENCO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. Quand on dit accusation, on dit preuve. La dernière fois, vous aviez avancé certains faits que vous n'aviez pas démontrés. Vous nous donniez rendez-vous à une date ultérieure. Aujourd'hui, vous allez accuser ou vous accuser et aller prouver ce que vous dites? Oui, je vais effectivement accuser et prouver. J'espérais que je n'allais pas arriver à ces éléments que je possédais déjà depuis plus de 6 mois. Et je peux vous dire que je vais vous amener les preuves de ce que j'ai dit. Beaucoup de questions sur la défense, de ce que vous avez fait à l'époque, beaucoup de questions sur ce que vous faites maintenant au transport. On commence par vos accusations ou on va, ce que beaucoup d'auditeurs attendent, notamment en ce qui concerne le transport, parler d'abord des affaires du gouvernement? Non, parlons des affaires du gouvernement, parlons des affaires de ce que la population attend d'abord dans le domaine du transport. Certainement, puisque vous répondrez je suis plus à la défense. Vous répondrez à toutes les questions parce que certains disent que vous fuyez les questions sur votre sujet. Non, je n'ai jamais fui les questions et d'ailleurs aujourd'hui je suis très libre en plus d'en parler parce que depuis 1 an, bientôt, des réalisations concrètes ont eu lieu. Donc, dans le domaine des transports. Dans le domaine des transports. Alors, transport, on va parler d'abord du transport aérien. On a annoncé un nouvel aéroport en Djili. Milvest, sur notre antenne, parlait d'un BOT. Vous annonciez qu'il ne s'agira pas de Milvest. Où en est-on en Djili? Aurons-nous bientôt un nouvel aéroport? Je peux vous confirmer que nous aurons un nouvel aéroport dont les fondations et les constructions ont commencé. C'est une autre société que Milvest. Et je peux vous dire qu'en décembre 2027, cet aéroport sera inauguré par le chef de l'État. Dans 2 ans. Dans 2 ans. On a beaucoup annoncé bientôt des aéroports. On n'en a toujours pas vu. Décembre 2027. Ah si, le président de la République a inauguré l'aéroport de Kisangani, à Bamboka. Là-dessus, d'ici cette semaine, l'aéroport de Kolwezi va être inauguré. Il a posé la première pierre de l'aéroport de Luano, dont je vous annonce que dans les 20 prochains mois, il sera également inauguré par le chef de l'État. Ces travaux ou cette première pierre posée, c'est le réel début de quelque chose ou c'est comme la polémique l'a dit récemment? Non. Il n'y a pas de polémique, c'est un groupe Souma, qui est un groupe qui a construit plusieurs aéroports dans le monde, plusieurs édifices dans le monde. Et je peux vous dire que ce sont des personnes qui sont très sérieuses et qui vont construire cet aéroport. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y aura que donc Lubumbashi, Mbuji-Mayi et Kinshasa. Il y aura Kananga prochainement, Mbuji-Mayi, il y aura Bunia également, il y aura Kinshasa et il y aura la Luano. BOT 29 ans. Et il y a 11 aéroports également dont nous sommes en train d'effectuer des études de faisabilité avant de lancer donc les appels d'offres. BOT pour je reviens à Djili, BOT pour Milvest, vous avez dit non. Vous avez dit que c'est quelqu'un d'autre. Qui est ce quelqu'un d'autre? Combien ça coûte à l'État? La société s'appelle Infrarouge
Et cet aéroport va coûter plus ou moins de 43 000 mètres carrés, avec des passerelles, avec 2 niveaux, une nouvelle piste également, piste parallèle à la piste actuelle, réfection de la piste actuelle, nouveau tarmac, nouveau parking, nouvelle aérogare, tout ça pour 500 millions. Financé par l'État, avec financement également privé et probablement également concession qui sera attribuée. Exploitation de BOT, comme pour Milvest. Non, ce sera différent. C'est-à-dire que le contrôle se fera au niveau de la RVA, mais des privés pourront également soumissionner également au niveau d'une concession. Un aéroport international sous gestion congolaise. Oui, absolument. Ça doit être sous gestion congolaise parce que la RVA est l'organisme donc au niveau de la société, au niveau de l'État qui gère l'ensemble des aéroports du pays. Parlons des Je parlerai également aussi que nous avons reçu déjà 350 kilomètres de câbles qui vont permettre prochainement de pouvoir baliser tous les aéroports de la République. Il y en a combien d'aéroports dans cette République? Des aéroports, vous en avez en fait des pistes. Les aéroports, nous en avons dénombré plus de 263, je dis bien des pistes, mais à l'heure actuelle, il n'y en a que 53 qui sont en fonctionnement. Et qui seront tous balisés. Et en tout cas, les principaux seront balisés. Ceux où il y a un trafic avéré quotidien seront balisés. Trafic national et international. Et international, oui. Air Congo, on attendait beaucoup d'avions, il n'y en a que 2. Le joint venture avec Ethiopian, ça marche comment? Non, attention, 25 novembre 2024, 2 sont arrivés. Ce mois-ci, on attend également 2, mais il y a un retard au niveau de la livraison. On les attend d'ici les prochains 2 mois également. Et la suite ici encore devant la fin de l'année. Et non, ça suit son plan. Air Congo est une bonne opération, une bonne initiative avec Ethiopian et ça se déroule bien. Les taux de remplissage sont très importants. Mais le taux de rentabilité pour la RDC, est-ce que c'est différent de Congo Airways? Est-ce que c'est en concurrence avec Congo Airways? Est-ce que... Non, ce pays est tellement grand, notre pays est tellement grand que 1, 2, 3, 4, 10 compagnies ne suffiraient pas. Mais les destinations sont les mêmes. Mais à rendre, en tout cas... les destinations sont les mêmes, ils sont venus se mettre en concurrence sur les destinations de Congo Airways. Il y a des destinations où vous devez parfois attendre 1 semaine pour pouvoir revenir. Avoir un certain nombre de compagnies aériennes vous permettrait de pouvoir faire des rotations beaucoup plus rapides. Vous partez aujourd'hui, par exemple, Lumbashi, vous avez des rotations chaque jour. Goma, il y avait des rotations également, Kisangani un peu moins, mais il y a des rotations sur l'intérieur du pays. Kindu, par exemple, Buta, par exemple, vous avez un vol par semaine. Ce qui fait que plus on a de compagnies, plus nous avons donné la possibilité aux passagers de voyager et de ne pas être bloqués, je veux dire, dans certaines destinations et de revenir, de pouvoir se mouvoir facilement et également pas simplement en contact avec Kinshasa, mais également entre les différentes provinces aussi. C'est ça qui est intéressant. Il y en a chez Air Congo? Au niveau de Air Congo? Oui, il y a des liaisons qui se font. Mbandaka, Kisangani, Mbandaka, parce que... Non, mais justement, ça encore, ce sont parce qu'il y a 2 appareils pour le moment, il faut accroître, et puis nous devons également, avec Air Congo, commencer également les vols de la région aussi, sur l'Afrique du Sud, sur Nairobi, sur la Tanzanie, sur Luanda, dans le cadre de la réciprocité, parce que tous ces vols viennent chez nous, mais nous avons le droit aussi d'aller chez eux, sur Lomé, sur Abidjan également. Les 2 appareils, c'est des A320, ceux qui arrivent, des 737, 737, oui. Ceux qui arrivent, c'est des 737 aussi. 37 800 également, c'est parce que ça permet, je veux dire, une facilité au niveau des équipages également et au niveau du personnel cabine qui soit habitué avec cet avion-là. Mais ça ne permet pas de couvrir les aéroports moins nantis. C'est peut-être pas le cas de Gemena, mais ni de Gbadolit, mais Lissala ne peut pas être couvert, Bumba ne peut pas être couvert, pour ne parler que de la grande province de l'Équateur, Bassankoussou ne peut pas être couvert. Tous ces aéroports à piste sont donc abandonnés. Non, justement, dans le plan donc d'acquisition des aéronefs, des Q400, ce sont les avions à hélice qui peuvent transporter entre 65 et 70 passagers, sont également prévus 2 pour Air Congo. Alors, beaucoup de soutien à Air Congo. Quid de Congo Airways? Là, c'est toujours un avion, 2 avions, on ne sait pas. Congo Airways, c'est un peu Air peut-être. Congo Airways, je veux dire que c'est malheureusement pour moi, ça me fait beaucoup de peine parce que
Congo Airways aujourd'hui devait obtenir 7 avions de vol, des A320 là-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Conseil des ministres a pris des décisions. J'ai présenté au mois de juillet de l'année passée immédiatement, dans le cadre d'une garantie de financement que devait offrir le CNSS. Comme Caisse nationale de la sécurité sociale. Voilà, de plus ou moins de 30 millions. Juste la garantie au niveau d'une banque locale qui était disposée à pouvoir financer maintenant l'acquisition en lease purchase, donc en location-vente de différents avions. Malheureusement, le CNSS n'a pas appliqué la décision du Conseil des ministres et a fait en sorte qu'elle voulait elle-même acquérir des avions. Bon, on l'a dit, écoutez, si... La CNSS a refusé de suivre le Conseil des décision ministres. du Conseil des ministres. Et je ne peux pas expliquer ça autrement que ça. Mais ils avaient les moyens de ces garanties? Oui, ils avaient les moyens de ces garanties, absolument. La Caisse Sécurité Sociale a les moyens de ces garanties. Elle a préféré elle-même acquérir des avions, louer des avions. Mais on leur a fait comprendre dès le départ que c'était un métier, l'aviation. Alors aujourd'hui, nous sommes sans avions au niveau de Congo Airways. Et que conclusion, aujourd'hui, Congo Airways va mourir de sa belle mort? Si on applique les décisions que les membres du gouvernement prennent là-dessus, aujourd'hui, Congo Airways devait avoir plus de 7 avions. Donc aujourd'hui, Congo Airways, ou la faillite, ou la situation actuelle de Congo Airways, c'est la CNSS. Actionnaire qui a déjà, pour la petite histoire, déjà investi beaucoup d'argent dedans et qui n'a pas eu précédemment ses retours sur investissement. Oui, mais ce qui était prévu, en tout cas, comme nous le faisons aujourd'hui avec Air Congo, c'était un suivi de la gestion et également une mise en place avec la banque de la digitalisation de la vente des billets, qui était organisée par la banque prêteuse. Mais tout ça, je veux dire, n'a pas pu être réalisé. Mmh. Avant de parler de l'international, vous avez annoncé Air Congo à l'international. Parlons un peu de cette régulation du transport aérien en République démocratique du Congo. On parle du GOBAS, les constructions, récemment un petit scandale. Savez-vous nous dire exactement à quoi a servi cet argent? Et puisqu'il n'y a pas eu prise en main par la RVA de cette piste qui devait, ou pour laquelle 600 millions ou 60 millions, on ne sait plus trop combien, a été mobilisé, où est parti cet argent? Eh bien, avant que j'arrive, il y a eu un prêt important, plus de 50 millions de dollars, soi-disant pour réfectionner cette piste. Avant que j'arrive, je vous dis bien. C'était en 2016. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, l'argent du GOPAC, entre autres, sert également à rembourser ce financement. Oui, mais ce financement a été obtenu par la BAD qui elle-même a organisé les travaux et donc serait responsable de cet argent prêté, ou elle a servi de garantie, où le gouvernement a donné à une société qui n'a pas réalisé les travaux. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui s'est passé, c'est que des appels d'offres ont eu lieu. Donc je répète, je n'étais pas là. Je trouve que c'était énorme comme montant qui a été demandé au niveau de la banque et qui fait qu'aujourd'hui nous sommes obligés de répondre. Il n'y a pas eu de travaux. Pardon? Il n'y a pas eu de travaux. Non, il y a eu des travaux. Il y a eu des travaux. Mais pas de l'ordre de l'argent emprunté. Donc on continue de payer pour des choses ou pour des gens ou pour des raisons inconnues. Ben oui. Alors ce que j'ai fait immédiatement, c'est d'assurer un meilleur contrôle au niveau des GOPAS. Ça veut dire que tout ça est logé maintenant dans un compte qui est transparent et qui peut être audité à tout moment. Et la sortie de ces fonds doit avoir en tout cas l'autorisation. Toutes les demandes qui sont faites par la RVA pour utiliser ces fonds-là ne sont uniquement que pour les équipements des aéroports et les installations, je veux dire, de navigation aux différents aéroports. Affaire à suivre. Donc Ethiopian, Qatar, les traditionnels SNAF ou Air France, Lufthansa, Turkish, Kenya Airways, les compagnies internationales font beaucoup d'argent en République démocratique du Congo, une destination qui rapporte des sous. Le gouvernement se plaint de ne pas avoir des sous. Mais le gouvernement ne veut pas rentrer dans cette niche. Pourquoi? Je rappelle qu'à un moment donné, il y avait Air Zahir, il y a eu LAC, il y a eu Ewabora, il y a même eu vous, CIB Airlift. Pourquoi vous, aujourd'hui à la tête du ministère des Transports, n'organisez-vous pas la RDC pour que privé comme public, on soit toujours sur une liste noire et on ne puisse pas aller directement en Europe? Non, la liste noire, effectivement, est tout un processus.
où on vient de loin, c'est pas le seul pays en Afrique qui est sur la liste noire. C'est-à-dire que ça requiert certaines normes de sécurité au niveau de nos aéroports. D'ailleurs, le nouvel aéroport de Kinshasa, Luano, va répondre justement à l'accroissement aussi de ce niveau de sécurité. Mais en tout cas, la RVA est en train d'acquérir et des équipements sont déjà arrivés au niveau du contrôle, surtout des passagers, du fret, au niveau de... Oui, mais comment pouvez-vous expliquer que leur compagnie à eux viennent chez nous et ça pose pas de problème, mais que nos compagnies à nous, qui pourraient respecter ou être dans les mêmes conditions que leur compagnie, ne puissent pas aller chez eux? Non, mais simplement parce que ce sont les normes au niveau international qui ont été mises en place et que nous avons simplement respecté. Je crois que c'est dans l'intérêt des passagers aussi de faire en sorte qu'ils voyagent en sécurité avec des avions qui sont sécurisés aussi. Donc les avions congolais ne le sont pas? Non, ils le sont, sinon ils ne voleraient pas. Mais mais ce sont les contrôles qui se font régulièrement. Le prochain contrôle devait intervenir au mois de mars. Nous avons demandé de postposer parce que c'est du matériel que nous attendons également au niveau du contrôle, surtout au niveau des bagages, le contrôle au niveau des passagers, au niveau du fret. Dès que c'est arrivé, c'est installé, c'est là qu'on va demander alors aux experts de pouvoir venir, de pouvoir maintenant faire l'évaluation. Il y a également au niveau des calibrages aussi, ça genre de la technique de calibrage des équipements de l'aide de la navigation, qui devait se faire par un avion spécial qui veut devenir l'Afrique du Sud. Ce sont des équipements qui sont à l'intérieur de ces avions spéciaux et qui devaient se faire au mois de décembre. Mais malheureusement, avec les événements qui devaient être connus au niveau de Goma, pourquoi? Parce que c'est un aéroport international. Il y avait Goma, le calibrage devait se faire sur Goma, Lubumbashi, Kisangani et Kinshasa. Lorsqu'ils ont appris que donc Goma n'était plus servicible, parce qu'on a mis un notam sur Goma que plus d'avions ne peut atterrir parce que ça a été pris par les terroristes. À ce moment-là, elle a préféré alors attendre là-dessus pour ne pas faire deux vols, simplement par Lubumbashi, Kisangani et Kinshasa, et puis ensuite, le jour que nous allons récupérer, je veux dire Goma, puisse faire Goma ensuite. C'est ça qui a retardé le processus donc de calibrage et de certification de la sécurité au niveau de nos aéroports. Une fois que tout ce calibrage, ces certifications ont lieu, pouvez-vous nous dire à quel délai on pourra se dire on ne sera plus sur la liste noire? C'est possible cette année encore? Oui, c'est possible cette année? Cette année-ci, si c'est possible, nous faisons tout pour ça. Il nous reste encore 6 mois et nous inviterons, je veux dire, ces experts pour pouvoir faire la certification là-dessus. Mais nous allons de toute manière voler parce que au niveau de l'aviation, c'est une question d'indicatif de vol que vous devez utiliser là-dessus, mais au niveau de l'indicatif, je veux dire, de la RDC, on fait tout pour ça, en tout cas. Question de curiosité, pourquoi Goma n'est pas utilisable? Il est détruit? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais la RVA est l'entreprise de l'État qui contrôle les aéroports et qui gère les aéroports. À partir du moment où nous n'avons pas le contrôle et de Goma et de Bukavu, nous avons mis un NOTAM, c'est-à-dire une notification internationale pour dire que cet aéroport n'est plus servicible et ne plus utilisable. Et à partir de ce moment-là, aucun avion ne peut atterrir dans ces aéroports. Donc c'est une décision congolaise qui fait qu'on ne puisse pas les utiliser? Oui, c'est une décision du gouvernement congolais, effectivement. Ce n'était pas le brouillage des ondes par le Rwanda? Mais le Rwanda, bien sûr, c'était exposé et brillé par le sabotage de nos aéroports avec des équipements de brouillage au niveau des équipements de navigation. Et effectivement, non, c'est simplement une décision de dire que puisque on a le groupe des terroristes qui sont maintenant là-bas dans ces deux villes, ces aéroports ne sont plus sous contrôle et on ne verra pas comment est-ce qu'ils peuvent atterrir là-bas à partir du moment où la RVA n'a pas le contrôle sur ces aéroports. On parle du Rwanda, parlant de Rwandair, interdit de survol en RDC. Quel résultat? Le résultat, c'est qu'ils ne peuvent plus survoler la RDC. Conséquence pour eux de ce que vous en savez ou pour nous de ce que l'on en sait pour la RVA? D'abord pour eux, c'est quoi la conséquence directe? Parce que beaucoup peuvent ne pas comprendre pourquoi cette décision prise par le gouvernement. Mais d'abord, ce sont des décisions qui sont d'ordre diplomatique. À partir du moment où on a un peu de relations, je veux dire, diplomatiques, que c'est un pays agresseur au niveau de la RDC, et que c'est un pays qui pille et qui tue nos citoyens, qui viole nos mamans, nos filles. Je veux dire, il était inconcevable de laisser le Rwandair pouvoir utiliser encore l'espace aérien, qui est la propriété, je veux dire, de la RDC, mais l'espace aérien par Rwandair. Ça a une grosse conséquence pour eux? En tout cas, j'ai appris qu'ils ont annulé plusieurs rotations, mes destinations sur l'Afrique également, et sur l'Afrique centrale également. C'est ce que j'ai appris. J'imagine que
cette décision également n'est pas favorable. Conséquence sur la RVA, c'était des droits de trafic qui paraît plus de 100 000 $ par mois. S'ils étaient payés. Ils n'étaient pas payés. En tout cas, moi, j'ai pas vu de rapport qui était payé au niveau de Rwandair. Donc, il n'y a aucune incidence sur la compagnie nationale, RVA. Oui, ça diminue bien sûr. Si il y avait le paiement était fait, ça diminue bien sûr des recettes. Mais le problème n'était pas là. Le problème était plus d'ordre également politique. C'est inconcevable qu'on puisse laisser utiliser le ciel aérien congolais. La population n'aurait pas compris ça. D'ordre politique avec des conséquences économiques, notamment sur Qatar Airways. Parlons-en du Qatar, oui. Doha, où le président Tshisekedi s'est retrouvé avec le président Paul Kagame. Qatar Airways qui sont plus impactés parce que actionnaire dans Rwandair. Est-ce qu'il y a eu démarche du côté qatari pour que cette sanction soit levée par les Congolais? Non, il y a eu en tout cas, à ma connaissance, aucune démarche. Je pense que le Qatar, qui a aujourd'hui le dossier également politique chez lui, entre ses mains, connaît exactement le niveau de destruction que le Rwanda a fait sur notre pays, en termes de massacres qui ont été commis, en termes de pillages également qui ont été commis là-dessus, et je pense qu'ils comprennent très très bien la décision de la RDC par rapport à cette compagnie. Comment est-ce que vous comprenez que Rwandair puisse avoir Qatar comme partenaire et que nous, qui sommes aujourd'hui apparemment en très bonne relation avec eux, nous ne puissions pas faire au moins autant que le Rwanda en termes aériens? Je peux vous dire que le Qatar est désireux d'investir dans plusieurs domaines au niveau du pays, et vous allez le voir dans les mois qui viennent, et notamment dans le domaine aérien aussi, ils ont des projets. Ce sont des choses qui sont déjà prévues et qui sont également en route, mais je préfère en parler lorsque les choses seront réalisées. Après l'aérien, le fluvial, toujours autant d'embarcations rudimentaires et de naufrages. Il y a eu 200 morts depuis le mois de janvier. Que se passe-t-il? Il y a eu 2 embarcations. Une embarcation avec 113, 120 passagers, et puis une deuxième embarcation avec 70 du côté de Mbandaka. Et je regrette beaucoup parce que au niveau de Mbandaka, nous avions demandé l'interpellation du commissaire fluvial là-dessus. Ça n'a pas été fait au niveau du gouverneur donc de la province. Il a refusé d'interpeller le commissaire fluvial. Eh bien, écoutez, il n'a pas collaboré pour demander son interpellation. C'est le commissaire fluvial qui est responsable de ces naufrages. Le commissaire fluvial est responsable des embarcations. Et les instructions que j'avais données à tous les ports, c'est de pouvoir, contrôler la situation technique des bateaux avant de partir, mais deuxièmement, surtout, c'est de pouvoir exiger le port du gilet de sauvetage. Que tout le monde ne porte pas. En tout cas, je peux quand même dire qu'on regrette bien sûr qu'il y ait des morts, même un seul mort, mais on peut pas parler du nombre qu'il y avait comparé à aujourd'hui de naufrages. Malheureusement, les 200, ça fait beaucoup de personnes, trop de personnes, mais dans 2 naufrages. Et je crois que aujourd'hui, la majorité, en tout cas, des propriétaires de bateaux ont très bien compris, parce que la sentence est directe, c'est la demande d'arrestation du commissaire fluvial, du responsable du bateau également, y compris du commandant du bateau. Et je crois que tout le monde a compris que là-dessus, on était intransigeant, et on ne va pas laisser, on ne va surtout pas revenir à la situation ancienne. Je crois que tout le monde a compris. D'ailleurs, ici, au niveau de la ville, Maluku est un point de contrôle systématique de tous les bateaux qui rentrent et qui reviennent de l'intérieur du pays, du fleuve ou des rivières, que également ceux qui quittent Kinshasa pour pouvoir se diriger jusqu'à Kisangani, ou en passant par la rivière, les différentes rivières là-dessus. Vous nous parlez de Mbandaka, le gouverneur qui ne veut pas interpeller le commissaire fluvial. La question, c'est à quand les sanctions pour les contrevenants, parce qu'il y en a quand même encore. Et 4 octobre 2024, vous prenez la décision des gilets, toutes ces nouvelles décisions. Avant, après, évaluation de la situation. Non, je pourrais vraiment vous dire que, en ce qui concerne l'évaluation, nous avons beaucoup moins d'embarcations qui coulent. Et je regrette les 2 dernières qui ont eu lieu au niveau de Mbandaka, précisément, simplement parce que ce commissaire fluvial ne devait pas être là. Politique de transport, il en sera question aujourd'hui, mais pour parler pour ne pas parler de la route, le fleuve est le
la plus grande autoroute qu'est la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a une réelle politique pour de désenclavement du pays par ce fleuve? Oui. On voit que le fleuve, je crois que c'est RVF, Régie des voies fluviales, ou la dragage, je ne sais plus comment elle s'appelle. Dragage et le balisage. Balisage, dragage fait défaut? Non, le balisage se fait. Et le dragage? Et le dragage, nous attendons des nouvelles dragues qui étaient commandées, payées par le ministère des Finances, et nous attendons maintenant qu'elles puissent être livrées pour pouvoir faire le travail maintenant de dragage, parce que ça, c'est très important pour la navigation, même surtout de jour comme de nuit, à partir du moment où le fleuve, les rivières sont draguées. C'est le même problème que nous avons au niveau de Calémie aussi. C'est la question de dragage aussi qui doit se faire afin de permettre aussi que les bateaux puissent circuler. Mais au niveau de cette politique, nous sommes en train de construire 4 bateaux, et ça, ils sont visibles au niveau des chantiers navals, tant de la RVF que de l'ONATRA, pour pouvoir aussi permettre maintenant aux personnes désireuses de voyager sur le fleuve, de voyager dans les bonnes conditions avec des bateaux qui sont construits avec des tôles métalliques et non plus avec du bois là-dessus, telles que les balinières, et qui sont celles qui coulent régulièrement. Mmh. L'idée, c'est que si on nous donne le budget par la suite, ces 2 chantiers navals vont permettre d'augmenter jusqu'à 50, 100 bateaux et interdire à un moment donné tout ce qui est balinière en bois sur le fleuve qui constitue le danger. Donc, c'est en cours. Il y a également des privés que j'ai rencontrés et qui ont une expérience et ils sont intéressés par mettre en place des bateaux qui sont beaucoup plus légers, qui peuvent transporter jusqu'à 200, 300 personnes, mais qui ont surtout, par la technicité et la légèreté au niveau du matériel de construction des bateaux, arrivé à aller jusqu'à du 80 km à l'heure sur le fleuve. Là-dessus. Mmh. C'est quelque chose qui est en cours au niveau de l'ONATRA, que nous sommes en train donc d'étudier, un partenariat entre public privé avec ces constructeurs et mettre en place des bateaux. Ça veut dire que vous pouvez quitter, par exemple, ici Kinshasa à 8 heures du matin et arriver à 16 heures à Mbandaka, du 80 km à l'heure. Donc tout ça, ce sont les choses que nous sommes en train de mettre en place. Donc des nouveaux bateaux qui sont, eux, en construction, des bateaux que les privés, avec l'ONATRA, vont construire avec une plus grande rapidité. Et surtout le dragage après le balisage qui est en train de se faire du fleuve. Là, vous ne parlez que du matériel flottant. Oui. Vous avez parlé de reconstruction de Njili, on a parlé de la Loano, on a parlé de Mbujima, on a parlé de Kananga. Et les ports, on parle du port d'Ilebo, de Lusambo, de Calémie. Enfin, Calémie, c'est pas vraiment le fleuve, tout ça, mais tous ces ports, vous aviez, dans le programme du gouvernement, annoncé ériger au moins 400 ports modulaires pour desservir notamment les zones agricoles. Où en est-on? Oui, où en est-on? C'est que c'est un problème de budget. Nous sommes en ce moment dans un budget dont vous savez que une grande partie va pour l'effort de guerre. Donc le budget qui était prévu au niveau du ministère des Transports fait en sorte qu'on ne pourra pas l'utiliser. Mais Calémie, vous avez cité, nous avons un partenariat public-privé avec une société chinoise qui va construire un nouveau port à Calémie. Ça, c'est signé également là-dessus. Nous avons alors le port de Matadi avec 2 nouveaux opérateurs. En plus, celui de l'ONATRA qui est en train de réfectionner l'ensemble de ces quais, 3 quais, et avec un 4e quai. Nous avons DP World, nous avons MSC, qui ont commencé d'ailleurs à opérer et à exploiter et à construire également les nouveaux quais. Vous avez DP World qui va commencer également aussi à exploiter et à entretenir de nouveaux quais. Et je vous dis, l'ONATRA a 3 quais qui sont en train de terminer et qui ont commencé l'exploitation en commandant du matériel. Alors nous avons Banana, le port de Banana, dont également le dragage est en train de se faire. Ils sont arrivés jusqu'à 12 mètres de dragage. Ils doivent encore faire venir une autre drague pour arriver à 16 mètres au niveau de la profondeur. À quand la fin de ce port d'ailleurs? Je pense que ça doit donner, selon les indications que nous avons, c'est 2 ans que nous pourrons avoir ce port. C'était déjà 2 ans il y a 2 ans. Oui, mais attention, on s'était bloqué. Le démarrage de ce port était bloqué depuis 2017. Lorsque je suis arrivé, c'était une des priorités que le chef de l'État, la Première ministre, avait donné, de trouver les moyens et moyens, et c'était les problèmes juridiques qui existaient et qui faisaient que aujourd'hui c'est fait. Et les travaux ont commencé depuis fin mars. Vous n'avez cité que des grands ports et les petits ports, ceux qui vont permettre notamment l'évacuation des zones agricoles.
Au niveau de, ça vous dit, ce sont des ports, ça coûte. Ce que nous recherchons maintenant, ce sont des partenaires publics-privés. Parce que si nous devons attendre maintenant les financements au niveau de l'État, ça va prendre encore du temps. Le port de Maluku, par exemple, va être dans un partenariat public-privé également. L'ONATRA est en train de construire des ports également pour l'évacuation maintenant des personnes sur tant Kinkole que Maluku. Les plateformes sont en train d'être réalisées. Je pense que dans les mois qui suivent, tout sera terminé. Le début des opérations d'évacuation entre le beach Ngobila, le port donc de Maluku et de Kinkole seront opérationnels. Ferroviaire. Pourquoi la voie ferrée semble totalement négligée, voire ignorée? En tout cas, je peux vous dire que c'était une des priorités également dès que j'ai accédé au ministère des Transports. Et d'ailleurs, nous avions dès le mois de septembre parvenu à redémarrer avec l'ONATRA le trafic entre Kinshasa et Matadi. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de trains. Il y a eu le problème du pont Pozo, le pont Pozo qui s'est écroulé. Je peux vous dire que c'est maintenant que ce pont a été réparé. Il y a maintenant les éboulements au niveau des érosions de Kassangoulou qui ont eu lieu avec les fortes pluies que nous avons connues. L'ONATRA est en train de rétablir le passage au niveau de Kassangoulou et dans les semaines qui viennent, nous allons pouvoir réouvrir le trafic entre Matadi et Kinshasa. C'est important. Deuxièmement, je peux aussi vous dire que dans les semaines qui viennent, le trafic entre la gare centrale et Ndjili pourrait également reprendre, ce qui était également depuis plusieurs années interrompu. Des travaux importants, surtout des travaux de reconstruction et de solidité, d'arriver à solidifier en tout cas le passage, les différents passages à niveau, ont fait en sorte que nous arrivons à la fin de ces travaux et ça va reprendre également le trafic et les personnes qui sont entre la gare centrale et Ndjili en passant par la Tchangou et les différentes communes pourront accéder aux wagons et qui vont passer sur ce tracé. Et tout ce qui est Pakajouma, qu'allez-vous faire de Pakajouma, notamment? Tout ce qu'il y a sur la route, les gens qui habitent, qui s'installent sur la voie ferrée. Mais ça, vous savez qu'à l'heure où je vous parle, tout ça a déjà été retiré. Hein. La population applaudissait. Lorsque les engins passaient pour pouvoir ouvrir les rails, c'était les premiers à applaudir et à remercier, à féliciter. Ils ont très bien compris que c'est dans leur intérêt. C'est vraiment dans leur intérêt. Retour sur Kinshasa-Matadi, il y a, je sais plus, je crois que c'est le roi qui disait que le Congo... Excusez-moi, je peux également vous parler aussi de l'ouverture prochainement, c'est pas tout de suite, mais ce sera la deuxième étape entre la gare centrale, Ndolo et également Kitambo aussi. Passant par où? Ah ben par le chemin qui était là auparavant. Où de nombreuses maisons ont été construites. Oui, et malheureusement, je veux dire, vont devoir être... vous allez devoir casser aussi. Oui. Certains ont commencé déjà. Certains ont commencé. Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Kinshasa-Matadi, excusez-moi de revenir là, mais tout ça date de un siècle. Oui, c'est exact. Pour l'aéroport, on dit qu'on refait, et là, on colmate, et puis on a un train qui avance à 40 km/h, alors qu'aujourd'hui, on pourrait avoir un train un TGV, comme au Maroc ou comme au Sénégal. L'investissement pour effectuer, d'abord, il faudrait faire un nouveau tracé, parce que le tracé est très sinueux, et donc vous ne pouvez pas accélérer. Il faudrait faire un nouveau tracé. Aujourd'hui, on jette des ponts et on crée de tunnels. C'est également impossible également, mais l'investissement tourne quand même autour de presque 700 millions de dollars. Mais si nous devons pouvoir faire ça. Donc, ce que nous recherchons, nous, et nous lançons des appels à tout investisseur dans le cadre d'une concession, d'un partenariat public-privé, ceux qui voudraient relancer le rail. La même chose entre Matadi et Banana aussi. Il y a des études de faisabilité sont là. Il y a de l'intérêt au niveau de certaines banques, grandes banques étrangères, au niveau de certains privés aussi. Et ça aussi, c'est à partir du moment où le port de Banana va être créé, il est important qu'on puisse rapidement avoir les moyens par train aussi d'évacuer tous les conteneurs qui vont arriver tant sur Matadi que sur Kinshasa. J'ai envie de dire que sur 2 ans, les travaux devraient déjà être très avancés. Le port de Banana risque d'être ouvert sans pouvoir évacuer la marchandise sur Kinshasa. C'est pour ça que nous sommes en train de chercher le premier, en tout cas, qui va conclure avec nous, avec le gouvernement, permettra, je veux dire, d'avoir une concession là-dessus. Je vais parler également du corridor de Lobito aussi, qui est un corridor qui est très important. Qui est déjà construit côté angolais, mais pas chez nous depuis 10 ans. Absolument. Et ce qui doit se passer maintenant, c'est que nous avons déjà les financements, parce que les grands partenaires avec lesquels nous travaillons, c'est l'Union européenne et les États-Unis, directement,
qui sont très intéressés aussi pour les investissements là-dessus et qui nous garantit aussi des financements. Et je pense qu'il faut savoir que Lobito va aller donc jusqu'à Tenke, là-dessus en passant par Dilolo, et effectivement on nous attend là-dessus pour la construction donc de ce nouveau rail. Le couloir de Lobito, ce serait une priorité américaine. D'abord congolaise, hein. Oui, mais bon. Mais d'abord congolaise. On pourrait tout faire transiter directement en restant au Congo, directement. Oui, ça, ce sont aussi des possibilités. De Tenke Funguru, mais à Mwanda, sans quitter le Congo. Mais si c'est passé par l'Angola, c'est parce que les Américains l'ont voulu. Est-ce que ceux qui ont voulu que ça passe par l'Angola peuvent aussi investir sur le Kinshasa-Mwanda? Ce n'est pas impossible puisque tout ça est faisable. La seule chose, c'est que la priorité aujourd'hui, puisque une partie quand même de ce tronçon est connue, est déjà tracée, il faut maintenant adapter les rails à ce niveau-là. C'est entre Tenke, Kolwezi, Dilolo jusqu'à Lobito. Et ça, c'est des millions. Et ce sont des milliards. Des milliards. Oui, on arrive à 1 milliard d'investissement. Pour tout ça. Pour tout ça, au niveau de la RDC. Et pour Kinshasa, Mwanda, on sera à combien? On arrive à 1 milliard 300 millions. Pour Kinshasa, Mwanda. Oui. Kinshasa, Kisangani, Ubundu. Alors, une société sud-coréenne, on a signé un MOU avec elle, un accord. Ils sont en train de faire l'étude de faisabilité. Je crois qu'alors je vous parle, elle est quasiment terminée. Et ils sont disposés à réhabiliter donc Kisangani, Ubundu. Hein. Combien? Là-dessus, je pense qu'on parle, c'est quand même 115 kilomètres. On parle, ce que j'ai compris, lors de 300 millions de dollars. Là-dessus, mais l'intérêt, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils vont en atteint Ubundu, on traverse, on arrive à Kindu, et nous avons le corridor central, qui partira de Kindu, Uvira, Bujumbura, Bujumbura, Dar es Salaam. Donc, en une journée, vous quitterez Kindu, vous pourriez arriver à Dar es Salaam. Lubumbashi, il est beau? Lubumbashi, il est beau. Une fois par semaine, mais le problème, la SNCC... Toujours vétuste. Oui, mais le problème qui se pose, ce sont les érosions là-bas. Il n'y a pas une semaine où vous n'entendez pas qu'il y a une érosion qui s'est créée sur la voie et qu'il faut maintenant stopper le trafic et réparer d'abord la voie et ensuite relancer le trafic. Le transport ferroviaire, c'est aussi Metrokin? Metrokin, au niveau de Kinshasa, c'est un dossier que j'ai hérité lorsque je suis arrivé là-bas. Un bon dossier? C'est un bon dossier parce que bon, ça, sur le papier, ça permet une plus grande mobilité au niveau de Kinshasa. Le seul problème, c'est la mise en œuvre de tout ça. Des moyens ont été déployés au niveau de la structure qui devait lancer ça, mais ça n'a pas, ils n'ont pas obtenu les objectifs qu'il fallait. Là, j'ai appris qu'ils avaient une volonté de vouloir relancer ce projet, qui est un bon projet. Ben, j'espère que cette fois-ci, les choses vont se faire. Ça bloque à quel niveau? Ben, ça bloque au niveau principalement du financement. Combien? Ben, on parle quand même là-dessus, ben, ce qu'ils ont annoncé, c'est un investissement qui parlait de 1,5 milliard de dollars, parce que ça se fait en 3 phases en fait. Hein. La première phase, je pense qu'on a... C'est très cher, ça me paraissait d'abord un peu très cher. J'ai demandé à ses partenaires de pouvoir revoir la copie, parce que en regardant un peu le détail de cet investissement, même un investissement privé, mais quand même, c'est nous qui allons donner le nombre d'années, je veux dire, de concession. Donc tout ça est en discussion en ce moment. L'ONATRA, réhabiliter les capacités de l'ONATRA pour que cette entreprise joue pleinement son rôle, avec notamment la réhabilitation du chantier naval de Ndolo et d'autres chantiers navals appartenant à l'ONATRA. C'est dans les projets du gouvernement. C'est dans les projets, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se réaliser. C'est le programme du gouvernement. C'est le programme du gouvernement. Le seul moyen de financement, parce qu'en fait, il faut se dire les vérités. L'ancien pouvoir ici a tué l'ONATRA en donnant la possibilité à une société privée d'investir à Matadi. Dès que cette société a investi directement en amenant du matériel neuf, elle a fait chuter le chiffre d'affaires de l'ONATRA de 4. Mais c'est parce que l'ONATRA, jusque maintenant, n'a pas les mêmes moyens, on n'avait pas les mêmes... n'était plus... enfin, je veux pas dire rentable, mais ne faisait plus bien le travail. Oui, mais parce qu'on n'a pas investi. Alors maintenant, il y a la RLT que vous entendez là-dessus. La RLT a pour objectif de pouvoir financer les équipements. Et c'est ce qui est en train de se faire.
Et je vous dis que d'ici, en tout cas, une année, l'ONATRA encore va pouvoir monter en puissance et va certainement, je suis persuadé, regagner la place qu'elle avait auparavant. Parce que vous allez à Matadi, vous allez voir des quais qui sont refaits, des entrepôts qui sont refaits là-dessus. Il y a du matériel d'exploitation, de déchargement, je veux dire, les conteneurs, qui sont déjà arrivés. Donc, elle est en train de se mettre en route. Elle est en train maintenant de revivre. Le rail Kinshasa-Matadi également va réopérer là-dessus. Ça veut dire que tous les conteneurs pourront être transportés, arriver directement au niveau de Kinshasa, au niveau du port. Oui, mais est-ce que cette société ONATRA est encore viable telle qu'elle est, avec plus de 40%, de 50% dans ses salariés, des personnes qui ne sont pas actives, oui. Les retraités? Oui, et ça c'est le grand problème, c'est le passif. Mais justement, nous sommes en train d'entrevoir, il y a des voies pour pouvoir prendre en charge ce passif. Mais la RLT, je reviens là-dessus, réalise bien sûr des revenus mensuels et c'est ça qui permet, tant au niveau de l'ONATRA que de la SNCC, de pouvoir avoir un espoir pour l'avenir. À aucun moment vous pensez à repenser son fonctionnement, à peut-être faire ce qu'a fait Sabena en Belgique dans l'aérien, une nouvelle société en gérant le social autrement ou en le faisant gérer par autre que le matériel roulant en handicapant l'activité? Non, parce qu'une des solutions qu'on a de trouver, vous avez certainement suivi qu'à un moment donné, j'ai présenté au gouvernement la possibilité de mettre en place un fonds social au niveau de l'ONATRA, ça qui a été fait, c'est-à-dire que dans tous les conteneurs qui arrivent et qui partent au niveau de Matadi, une quotité revient au niveau du fonds social qui est prélevé par la DGDA et qui est reversé. C'est ça qui permettra aussi, au fur et à mesure, lorsqu'on va atteindre, je veux dire, la vitesse de croisière, de pouvoir régler le problème du passif au niveau de l'ONATRA. Et aussi bien au niveau de la SNCC. Et qui rendra le coût du transport déjà très élevé, encore plus élevé. Non. Puisque le prix là, il est bloqué en ce moment. Oui, mais si vous ajoutez de l'argent ajouté pour le fonds. C'est déjà en cours. Hein. C'est déjà en cours. Hein. Le décret qui a été présenté, signé, est déjà en cours. Gros volet, le routier. On va tout faire avec vous, hein. Le ministre du Transport nous a promis de tout dire. Oui, mais oui, on va y arriver. Je sais que vous voulez accuser. Non, je l'accuse pas. C'est simplement que les routes dépendent du ministre des Infrastructures. Oui, mais vous êtes ministre du Transport. Oui, on va des dire, désenclavements aussi et des voies de communication. Donc des routes. Oui, non. Si vous voulez me parler de l'entretien des routes, la construction des routes. Je parle pas de l'entretien des routes. Voilà. Déjà, pour rouler sur ces routes, il faut avoir un permis. Félicitations, nouveau permis. On n'en avait pas eu depuis longtemps, mais déjà beaucoup de fraude. Eh bien, 8 personnes aujourd'hui sont arrêtées et vont donc être déférées au niveau du parquet. J'avertis en tout cas tous ceux qui veulent faire les malins là-dessus qu'ils seront attrapés d'une manière ou d'une autre. Donc il faut laisser tomber, il fallait passer son permis. Nous arrivons à la fin du 30 juin, qui était la date limite butoir pour pouvoir obtenir le permis. J'invite vraiment tout le monde à pouvoir avoir ce permis parce que les contrôles vont commencer au niveau de la route. Alors, oui, mais on dit 10 millions d'habitants à Kinshasa, 10, 12, 15, je sais pas combien. Au moins, on va dire si c'est 10% de chauffeurs, comment est-ce qu'avec seulement 2 postes de permis, on peut donner en 6 mois les permis à tous les chauffeurs de la ville? Non, il y a 3 postes à l'heure actuelle. Un 4e poste va s'ouvrir du côté de la Tchagoun. Nous sommes en train de travailler là-dessus aussi. Lubumbashi va être ouvert je pense, la semaine prochaine ou la semaine après. Tout est quasiment prêt. Matadi est ouvert aussi. Je dis simplement, c'est qu'il faut, je dis pas se ruer, mais il faut rapidement obtenir les permis. Maintenant, bon, on peut envisager certainement d'aménager les choses pour permettre, mais les contrôles vont commencer. Et vraiment, j'invite les conducteurs à passer leur permis. La ville de Kinshasa fait face à des embouteillages monstres. Vous nous aviez montré des photos la fois dernière. Vous avez vu toutes les critiques qui sont suivies. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On restera inextricablement dans des solutions qui n'en sont pas? Non, il faut d'abord faire le constat qu'on vient de loin. On vient d'une situation où, à part le boulevard du 30 juin et le boulevard Lumumba, c'était finalement et l'avenue Gouma qui monte sur le haut de la ville, c'était finalement les seules artères qui étaient praticables.
Le président de la République avait pris une décision, je l'avais annoncé en novembre l'année dernière, de pouvoir réfectionner plus d'une 60aine de routes. 60 kilomètres aujourd'hui depuis l'annonce, la décision que le chef de l'État a prise pour pouvoir réfectionner toutes les routes secondaires et je dirais tertiaires dans Kinshasa. C'est ce qui est en train de se faire. Sur 4000 au total. Oui, sur ça fait un peu 4000 beaucoup. au total, Ça mais fait enfin, un peu peu. Parlons du centre-ville. Parlons du centre-ville. Donc les grandes artères secondaires sont en train d'être réparées puisque je suis ça quasiment au quotidien là-dessus. On espérait, mais avec les pluies aussi que nous avons eues violentes, qu'à partir du mois de juin, certaines artères allaient être complètement terminées. Il y a eu un retard dû là-dessus. Mais en tout cas, d'ici là, avant la fin de l'année, en tout cas les constructeurs nous garantissent que ces travaux vont faire et on va voir une grande différence. Nous avons pris une mesure la semaine passée avec les transporteurs de poids lourds. Très contesté. Oui, mais bon, on a trouvé une solution là-dessus. C'est-à-dire qu'on leur a demandé de ne plus circuler entre 5 heures du matin et 22 heures. Là-dessus. Il y a une légère différence quand même. On observe une légère différence. Ce n'est pas encore parfait là-dessus. Mais il faut pas oublier une chose. C'est qu'au-delà de l'existence des routes praticables dans la ville, qui n'étaient plus, et donc qui est en train de se faire, d'être réhabilitées, c'est également l'incivisme au niveau des conducteurs. On voit vraiment des choses incroyables. On coupe les routes de travers parce qu'on veut passer de l'autre côté. On ne respecte pas les indications qui sont données là-dessus. Et puis, un autre problème que nous avons, c'est la carence de policiers de roulage, les PCR. Alors, je peux vous annoncer que le ministère de l'Intérieur, qui dépend des PCR, ça ne dépend pas du ministère des Transports, sont en train de former 1000 policiers dans l'immédiat. À toute vitesse. En tout des cas, policiers qui auront leur permis de conduire quand même. J'espère aussi. Ouais. Enfin, leur rôle, c'est de pouvoir régler la circulation. Ça, c'est ça. On leur demande au moins de connaître le code de la route là-dessus. Mais ce sont, une nouvelle des jeunes universitaires qui sont recrutés et qui vont donc être formés. Et je suis sûr qu'après cette formation, nous allons avoir également, dans les 55 carrefours qui sont en tout cas identifiés, être des problèmes, avoir des policiers qui sont au niveau et qui vont nous aider à régler la circulation. Et ces nouveaux policiers entrent en fonction quand? Écoutez, ça, ce sont au niveau de l'instruction, au niveau du ministère de l'Intérieur, mais nous promet en tout cas, dans les mois à venir, assez rapidement, d'avoir ces 1000 policiers qui pourraient être déployés. Et nous attendons ça impatiemment. Ça va beaucoup aider parce que le succès d'une réussite de la diminution, des embouteillages passe bien sûr par le civisme des conducteurs, mais également par la présence de policiers qui sont rodés au niveau de la circulation. Donc, on va faire plus de routes. Oui. 60, c'est un peu peu. C'est déjà fait. 60, c'est un peu peu. Hein. Oui. Les policiers, on va les mettre, ça peut changer. Le permis de conduire est là. Et également des feux de signalisation. Ah oui? Oui, des feux de signalisation vont également dans les mois à venir. Je pense qu'il faut quand même compter 3 mois à venir parce que il faut les construire, les commander et les construire, dont vont être déployés dans toute la ville aussi. Et là, je parle également de civisme parce que s'il y a un feu qui est rouge et que vous le brûlez, eh bien alors on n'aura pas réglé le problème. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment devenir de plus en plus sévère et on espère que ces nouveaux PCR vont être déployés très rapidement. Face à la congestion persistante de la capitale, peut-être revenir à la solution déjà pensée du temps de la colonie, hein, parce que nous, on agit au jour le jour, mais eux, ils avaient déjà quasiment tout planifié il y a 65 ans. Le fleuve, est-ce que on revient un peu au fluvial? Est-ce que c'est aussi une solution envisagée par votre ministère? Le fluvial, en tout cas, est une voie qui est... Si j'ai dit qu'on a commencé par aujourd'hui, au niveau et c'est visible d'ailleurs au niveau du chantier naval, tant de la RVF que de l'ONATRA, vous allez voir, il y a 4 bateaux en construction. C'est avec les moyens de bord. Et justement de la RLT. Mais si nous avons les moyens supplémentaires, ces bateaux coûtent entre 280 et 300 000 $. Chacun de ces bateaux, ils pourront transporter entre 250 et 280 passagers avec des sanitaires, avec des cales pour plus ou moins 100 tonnes de fret. Mais ça veut donc dire que nous avons engagé plus ou moins 1 million 200 000 $ de la RLT. Rien que l'État. Mais non, ça c'est la RLT. Oui. D'accord. La redevance logistique terrestre. Et maintenant, ce que nous souhaitons, lorsque nous allons faire la démonstration de la viabilité de ce projet là-dessus, c'est demander le budget particulier pour pouvoir construire une centaine de ces péniches. L'État veut faire ça tout seul. Le ministère du Transport n'a pas lancé un appel au privé pour ce faire. C'est pas ouvert au privé. Mais le privé le font, mais justement le font mal.
Parce que il supplée comment? Il supplée avec des baleinières en bois. Non, mais il supplée avec des barges qui sont faits pour transporter du cargo et non pas pour transporter mais je parle de des passagers. Des privés justement à cause qui de pourraient manque. faire comme ce que fait l'État, Mais nous avons reçu, et développer. je vous dis que nous avons reçu des privés très sérieux là-dessus, qui sont en collaboration et en contact avec l'ONATRA et qui utiliseront prochainement les chantiers navals de l'ONATRA pour construire des bateaux, je vous dis, bon, je ne vais pas encore annoncer, mais qui vont faire les rotations à du 80 km/h sur le fleuve. Le gouvernement a lancé une vaste opération de démolition des constructions anarchiques, ça c'est pour les routes. La voie censée abriter la route de contournement, là je parle sur le fleuve, passerait notamment à proximité des 2 tours jumelles de Kinshasa érigées sur le fleuve ou dans le fleuve. Est-ce que ces obstacles rendent-ils le projet définitivement irréalisable? Non, je ne dis pas ça. Ce sont toujours des projets qui sont à l'étude. Il faut effectivement avant de pouvoir lancer des projets, des études de faisabilité, et c'est toujours en cours. Et même des études de faisabilité à ce niveau-là, ça demande du matériel, c'est assez coûteux. Les tours jumelles resteront. En tout cas, moi, je n'ai pas encore eu la confirmation que les tours jumelles ne resteront pas. Sortons de Kinshasa, route nationale 1, de Mwanda à Kasumbalesa, il y a encore un petit vide au niveau des Kasaï, entre le Kasaï et le Katanga, on en est où? Il y a des travaux qui sont organisés, je sais, au niveau des routes, vous parlez là? Oui, des routes. Au niveau des routes. Oui, je sais que c'est pas, je sais que vous n'êtes pas l'infrastructure, mais voie de, voilà. Oui, mais je suis, Mbujimai et Kananga, c'est en cours, là-dessus, ce n'est pas encore terminé. Et après Mbujimai? Et après Mbujimai, tout ça, arrivons déjà à Mbujimai, n'est-ce pas? Et le ministre des Infrastructures, le ministre d'État de l'Infrastructure pourra donner le plan, je veux dire, de développement qui devra continuer au-delà là-dessus, oui. Et la transafricaine, puisqu'on parle transport. Mais la transafricaine... du nord au sud, le Congo, on peut partir du nord de l'Afrique au sud de l'Afrique à l'AFD va financer des études, je dis bien, de faisabilité. Agence française de développement. Voilà, qui va partir de Zongo, parce qu'elle viendra du Cameroun, Centrafrique, Zongo, Guémena, Akula, pour pouvoir traverser et pour arriver jusqu'à Lissala, Bumba, Aketi, Bouta. Et de là, vous avez la possibilité de pouvoir aller et de rejoindre Aru. Et de Bouta également sur Kisangani. Nous sommes en train, en fait, sur les infrastructures, ont déjà lancé les travaux entre Kisangani et Beni, en passant par Komanda. Tout ça est en cours. Quand on dit route, ou quand on dit développement, on dit infrastructure routière. On dit transport plus fluide. Est-ce que dans votre politique comme vice-premier ministre et ministre des Transports, il y a aussi ce souci de faire en sorte que cette fluidité du transport participe au développement de la RDC? Non, mais c'est clair. Je veux dire, si on n'a pas de route, on n'a pas, que ce soit des routes asphaltées. Vous avez un plan? Mais bien sûr qu'il y a un plan. Là, je viens de lancer, par exemple, un avis de manifestation d'intérêt pour reprendre la route, le rail entre Bumba, Aketi, Bouta, jusqu'à Mumbere, là-dessus. Bon, toute société qui serait disposée à relancer, je veux dire, ce rail, nous sommes prêts à envisager, je veux dire, la mise en place d'une concession. Mais là, vous parlez de la bonne foi, de la bonne volonté, de l'arrivée d'investisseurs. On voit aujourd'hui, on arrive sur la politique, on voit que pour la sécurité, la République démocratique du Congo est prête à donner une partie de ses minerais. Est-ce que dans le même ordre, planification n'existe pas pour développer ces routes, pour développer des infrastructures qui vont permettre un développement plus intégré? Moi, je veux dire, ce pays est tellement grand. Réaliser l'ensemble des routes, des chemins de fer là-dessus, utiliser le fleuve pour le transport, tout ce plan multimodal existe. Relier l'ensemble du pays, l'ensemble des provinces,
là-dessus entre les provinces et relier, je veux dire, le nord, le sud, l'est et l'ouest, tous ces projets existent. Le problème, c'est que c'est très coûteux. Un kilomètre de rail, c'est $1 million. 1 kilomètre de rail, c'est $1 million. Autant que la route. Mais autant que la route. Et parfois même plus, parce que lorsque vous passez, vous avez des rivières, des petites et des longues rivières, ce sont des longs ponts qu'il faut créer là-dessus. Et toutes ces réalisations, ce sont des gares aussi. Donc quand je vous dis, c'est vraiment le rail droit, et il n'y a pas, je veux dire, de rivière qui traverse. C'est ça le prix d'1 kilomètre de rail. Oui, mais donc vous êtes en train de nous dire que le Congo ne sera jamais comme la Côte d'Ivoire qui se développe, contre le Maroc, comme le projet de 10 000 kilomètres de rail, c'est 10 milliards. Moi, ce que je suis d'avis, c'est que nous devons lancer des concessions. Je ne veux pas parler à la place du ministre des Infrastructures, mais je pense également aussi au niveau des routes. Nous devons mener les études de faisabilité et lancer des appels d'offres internationales pour faire en sorte que celui qui voudrait investir dans des tronçons routiers ou au niveau des rails puisse obtenir la concession. C'est ça qui nous fera avancer le plus rapidement possible. Alors, nous avons des études qui sont prêtes, qui sont là, que nous avons déposées auprès de certaines banques internationales. Il y a des opérateurs que nous voyons régulièrement aussi et que nous espérons qu'à un moment donné, je veux dire, des opérateurs vont venir et s'intéresser à ce développement. Mais aujourd'hui, vous regardez à l'étranger, que ce soit dans certains pays européens, là-dessus, toutes les routes et les autoroutes sont entre les mains des privés. Et qui organise, je veux dire, les péages au niveau routier. Vous voyez la France, l'Espagne, l'Italie et d'autres pays. Ce sont des privés qui gèrent et qui construisent les routes et les autoroutes. Des privés qui ont beaucoup de finances, ce qui n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Les grosses finances ici, ce sont des financements étrangers. On serait prêt à confier tout ce gros secteur à des étrangers pour avoir des infrastructures? Mais de toute façon, vous confiez au capital. Il faut des capitaux très importants. Si on veut relier aujourd'hui Kinshasa par route, je dirais, ou bien par rail à Kisangani, de Kisangani aller jusqu'à Bukavu là-dessus, c'est 2300 kilomètres, 2,5 milliards. Alors, si on peut avoir des Congolais qui peuvent se mobiliser là-dessus et obtenir des finances et lever des financements, moi, je veux dire, j'applaudis. Ils existent. Ou des entreprises, je veux dire, qui travaillent ici chez nous, j'applaudis. Mais il faut qu'on réalise d'abord les études de faisabilité et qu'on lance les appels d'offres. Parlons politique. Oui. 55 minutes d'émission déjà, attention, hein. 55 minutes d'émission pour parler du domaine du transport. Et on va dire quoi, privilège pour Top Congo. Le ministre des Transports accepte de s'exprimer sur Top Congo, mais dit-on du côté de l'Assemblée nationale ou se plaint-on du côté des auditeurs des plénières de l'Assemblée nationale refusent d'aller à l'Assemblée nationale? Non, c'est pas du tout ça. Je suis régulièrement interrogé tant au niveau du Sénat qu'au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la commission de transport, et j'ai fait plusieurs heures avec tant la commission du Sénat que la commission de l'Assemblée nationale, et tout ça est régulier. Donc je me déporte pour pouvoir. Vous allez répondre aux questions des députés? Non, j'ai déjà répondu. Non, parce que vous disiez sur Top Congo qu'ils m'écrivent, je vais répondre par écrit. Non, mais ça de toute manière, c'est valable pour tout le monde. La question écrite là-dessus est également orale. Et je dis que je suis dans la commission de transport, tant de Sénat que de l'Assemblée, et que j'ai passé plusieurs heures d'interrogatoire sur toutes les questions qui regardaient le transport. Le Sénat, ça a eu lieu il y a 2 semaines. L'Assemblée, il y a un mois, plus de 1 mois, que j'ai eu 1 mois et demi, que j'ai eu à répondre devant la commission de tous les députés au niveau de la commission de transport. Donc vous n'êtes pas comme ce que certains disent, le super ministre qui n'a rien à faire. Mais je vous dis que je réponds devant la commission. Et en plus, dans les commissions, vous pouvez être appelé à tout moment. À tout moment. Certains auraient peut-être voulu vous voir en plénière en direct à la télé. Mais la commission a demandé qu'on puisse avoir pas simplement une fois le ministre des Transports, mais la voir régulièrement là-dessus, et tout ça se passe au niveau... Ça ne vous gênerait pas le direct? Non, pas du tout. Je veux dire, je n'ai rien à cacher, je crois que... Restons en politique. Rencontre inattendue, Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. Vous l'avez appris comment? Vous avez été surpris? Par la voie de la presse. Je pense que j'avais appris qu'il avait fait la demande de pouvoir rencontrer le chef de l'État. Je crois qu'en tant que père de la nation,
J'ai appris qu'ensuite le porte-parole du président de la République avait confirmé le président de la République était prêt à recevoir Monsieur Fayolo. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Vous n'étiez au courant de rien avant, comme certains disent, que si Tina Salam, à la porte-parole du président, a répondu si rapidement, c'est parce qu'il y avait peut-être accord déjà conclu. En tout cas, là, je suis pas au courant. C'est vrai, moi, j'étais pas au courant une volonté de pouvoir rencontrer le président de la République. Est-ce qu'on doit se dire, ou est-ce que vous vous dites, peut-être que l'écart de la majorité se redessine? En tout cas, je n'ai pas d'indication à ce sujet. Je n'ai pas cherché non plus, mais je n'ai pas d'indication à ce sujet. Vous êtes partenaire du président de la République, qui vous a bien touché un mot? Non, parce que je veux dire, là-dessus, on a eu à lire ce qui a été dit dans le communiqué, et puis je n'ai pas cherché non plus l'information, en fait. Certains disent, tort ou raison, je sais pas, Martin Fayolo, peut-être que s'il rallie un camp, c'est peut-être pour être Premier ministre. Ça, il y a que lui, à mon avis, il y a que lui qui peut répondre à cette question. Il n'y a pas que lui, vous êtes MLC partenaire à l'Union Sacrée, lui, il n'a pas de troupe à l'Assemblée nationale pour être investi Premier ministre. Il faudra que des députés... mais la Constitution, elle est claire, il faut lire la Constitution. Oui, mais est-ce que le MLC, si le président... Premier ministre, je veux dire, est issu de la majorité, je veux dire, au niveau de l'Assemblée nationale, là-dessus. Est-ce que votre parti voterait ou investirait un gouvernement dirigé par Martin Fayolo aujourd'hui? Le problème, c'est d'abord, nous, on investit et on soutient un Premier ministre qui serait désigné par le président de la République et qui appartient, je veux dire, à la majorité au niveau du Parlement. Vous parlez de la majorité. Nous soutenons l'Union sacrée. Voilà, oui, mais il n'est pas de l'Union sacrée. Lui, oui, mais alors, ça, il faut lui poser la question, comment... Monsieur Fayolo, si c'est lui qui veut devenir Premier ministre. Voilà. Non, j'ai pas dit qu'il veut, j'ai dit certains le disent. Mais écoutez, alors là, non, vraiment, si on doit faire des supputations... Vous, du MLC, si le président vous le demandez, vous serez d'accord? Non, je pense qu'il y a des règles là-dessus. Maintenant, si le Premier ministre, le président de la République, je pense qu'avant de prendre une décision, il consulte également d'abord, et puis il sait que le Premier ministre, selon la Constitution, doit être issu, je veux dire, de l'Union sacrée. Parce que l'Union sacrée a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Une Union sacrée qui se réunit plus. Vous étiez 5-6 membres du présidium. Non, l'Union sacrée, non. Vous étiez 5-6 avant, vous êtes une trentaine maintenant. Non, mais ça c'est au niveau du présidium. Oui. Mais l'Union sacrée, je veux dire, ce sont c'est tout. Si on parle au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, c'est quand même tous les partis réunis. Je veux dire, c'est une majorité est-ce que vous pouvez quand même nous de dire plus de 450 personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que ça marche toujours? Non, ça marche. C'est le vrai, ça marche. un véritable moteur politique. Permanent. Il y a également, je veux dire, un présidium qui a été élargi. Je crois que ce n'est pas plus mauvais. Le choix que le président de la République et l'autorité, je veux dire, morale de l'Union sacrée a fait en sorte qu'il y ait une plus grande participation au niveau du présidium. Ça, c'est quelque chose, je veux dire, qui va aider certainement à consolider et à unifier l'Union sacrée. Régulièrement, le président de la République fait appel et parle avec tous les membres de l'Union sacrée là-dessus, de tous les partis, et donc l'Union sacrée est une réalité, oui. Alors, beaucoup se posent la question, le gouvernement... Au fait, oui, madame, ça se passe bien avec madame Judith Souminois? Oui, pourquoi il y a... Non, parce qu'il y en a qui disent que peut-être que la forte personnalité de Jean-Pierre Bemba ne s'accommoderait pas de... On s'entend, mais alors je vous dis très bien. Ouais. Mais elle était d'abord ministre du Plan. Oui. Et nommée d'État, ministre d'État au Plan. Oui, vous étiez déjà vice-premier ministre au-dessus d'elle. Mais non, ça, je veux dire... c'est une question, hein. mais vos questions, je veux dire, me font rire, parce que quand vous parlez de au-dessus, c'est simplement un problème, je veux dire, de préséance. Mais c'est pas ça. Elle est première ministre aujourd'hui, et je veux dire que j'entends très bien. Tout va bien au gouvernement. Mais bien sûr. Entre tout le monde. Je pense aussi, oui. Récemment, bon, il n'y a pas de problème avec le ministre des Finances, tout est réglé. C'est parce que certains se plaignaient peut-être de la difficulté de pouvoir obtenir certains financements. Mais ça, c'est normal, parce que, je veux dire, une grande partie de ce qui est prévu dans le budget, qui était prévu dans le budget pour certains ministères, pour tous les ministères, ont été amputés simplement parce que on nous impose une guerre et que faire la guerre, ça coûte cher. On parle de la guerre, solution. Et alors, je ne veux pas me mettre à la place du ministre des Finances, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui doit faire des arbitrages avec la première ministre, le ministre du budget, le président de la République régulièrement, et ça doit être un casse-tête, à mon avis, pour lui. Aujourd'hui que le Nord Kivu et Sud Kivu sont occupés, oui. Ce budget militaire semble avoir baissé quelque peu. Mais
Est-ce que l'on peut dire que l'on dépense autant qu'au moment où on voulait garder les villes? On continue le financement pour reconquérir ces villes ou on est plus vers la solution diplomatique aujourd'hui? Non, mais aujourd'hui, de toute façon, il y a une solution qui est diplomatique qui est menée au niveau du chef de l'État. Et je pense quand même que des succès ont été engrangés par la politique qui a été voulue par le chef de l'État, exécutée par la Mineta aux affaires étrangères, qui a fait un travail extraordinaire là-dessus, au niveau diplomatique. Je pense que là, la place aujourd'hui, c'est de retrouver, je veux dire, la paix par ces moyens, je veux dire, diplomatiques. Mais ça n'empêche pas que on doit se préparer, parce que lorsque nous voyons l'activité des troupes rwandaises sur le terrain fait en sorte que on ne peut pas rester les bras croisés. Et ce qui fait que oui, il y a encore des dépenses certainement supplémentaires qui sont engrangées pour pouvoir faire face si il s'avérait que les troupes rwandaises soient encore guidées par l'idée de chercher à recoloniser, je veux dire, la RDC. Hein. Vous avez lancé, l'armée avait lancé un programme de mobilisation des jeunes. Vous avez tenu des meetings publics pour ce faire. C'est quoi le bilan de cette opération? Non, l'idée en fait, c'était en tant qu'acteur politique, c'est de mobiliser la population et d'expliquer à la population la nécessité pour les jeunes de pouvoir intégrer l'armée, parce que l'armée, il faut régulièrement la rajeunir là-dessus. Et c'était simplement ce rôle-là, je veux dire, de mobilisation politique pour faire prendre confiance à la jeunesse que nous devons absolument, parce qu'on nous impose la guerre, donc nous devons nous mobiliser. C'était pour aider et c'est pour aider, je veux dire, les FARDC, l'état-major général, qui a envoyé des avions dans tous les aéroports, dans tous les endroits où il y a eu cette volonté de la jeunesse d'être recrutée. Et je peux dire que bon, ça continue toujours. Ce n'est pas arrêté. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on ne bouge plus à l'intérieur du pays que ça n'a pas pris. Ça a pris. Et nous suivons encore là-dessus. Il y a des villes encore qui réclament les avions régulièrement. Et l'état-major général envoie des avions régulièrement à l'intérieur du pays, des camions pour aller chercher les recrues là-dessus. Donc, le chef de l'État a voulu, je veux dire, de pouvoir faire monter en puissance notre armée. Et ça passe également par le recrutement, la formation, je veux dire, des troupes. En plus également avec l'acquisition, je veux dire, également de matériel. Quels ont été vos succès en tant que VPM de la Défense? On attendait beaucoup de vous. Oui, je pense qu'on a effectué des réformes, notamment aujourd'hui, je ne dirais pas le nombre, on était parvenu à pouvoir identifier exactement le nombre de militaires qui se trouvent dans les FARDC. Ils sont combien? Mais ça, je ne vous donnerai pas le nombre, ce sont les secrets de défense, mais je peux vous dire qu'il y a une plus grande clarté au niveau des unités, des troupes. Je pense également aussi que un grand effort avait été mis dans la transparence de la gestion au niveau des finances, parce que tout était centralisé au niveau des banques et tout allait directement dans les unités au niveau des besoins des unités. Ce qu'il y a au niveau des opérations, d'abord le ministre de la Défense n'est pas le commandant des opérations, vous avez le commandant suprême. D'abord, commandant suprême, c'est lui, en temps de guerre, qui est le patron de l'armée. Ensuite, il travaille directement avec, au niveau des opérations, au niveau du chef d'état-major général, lui qui est avec ses adjoints, les différentes forces également. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est ça la ligne de commandement. Le ministre de la Défense est là pour pouvoir gérer l'administration au niveau de la défense là-dessus. Mais ce que je dois vous dire, et ça ce n'est pas un secret, c'est que, et on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'infiltration. Et ça, je pourrais vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce qui s'est passé dans l'armée toutes ces dernières années là-dessus, et ces infiltrations et ces trahisons au niveau des opérations ont fait en sorte que d'abord, ça a été voulu, j'expliquerai tout à l'heure si vous voulez, mais qu'en plus de ça, ça fait du mal au niveau de notre armée. On a une armée à ce point gangrénée? Ah ben, je vous l'expliquerai si vous le voulez tout à l'heure. C'est une armée, effectivement, qui avait été gangrénée, et ça a été voulu par l'ancien régime. J'accuse, vous faisiez, en le disant, référence à Émile Zola. C'est en 1898, il écrivait au président de la France, à l'issue du verdict d'un procès, Dreyfus dit verdict antisémite. Aujourd'hui, vous dites que vous accusez
l'ancien président de la République, l'ancien gouverneur du Katanga et certains responsables de la CENCO. Quelles sont les preuves que vous amenez sur la table? Parce que ces accusations sont graves. Et pourquoi est-ce que toutes les accusations que vous portez ou qui sont portées, le président l'a fait avant, ne sont pas suivies d'action judiciaire? D'abord, revenons sur l'accusation. Vous les accusez de quoi? J'accuse ces trois groupes de personnes de tentatives de déstabilisation de l'État. Je les accuse des tentatives de coup d'État et d'élimination du chef de l'État. Et je vais aller individu par individu. Et je vais vous le prouver et vous donner les éléments. Je vais commencer par M. Hippolyte Kanambe, Kazembe-Béré, alias Joseph Kabila. C'est important, cette incise. Parce qu'en fait, dans ce pays, il faut qu'on se dise la vérité. Nous avons eu à la tête du pays un imposteur et un usurpateur. Je pèse mes mots et je vais vous expliquer pourquoi. L'ancien président de la République est arrivé comment? Il était l'aide de camp du chef d'état-major général de l'armée rwandaise. Dans ses bagages, il y avait Hippolyte Kanambe, qu'on a fait passer pour le fils de Laurent Désiré Kabila. Or, Hippolyte Kanambe est un agent de l'armée rwandaise. Son chef est et était Paul Kagame, commandant suprême des forces rwandaises. C'est ça la vérité. Cela n'a jamais été démontré. Alors, je ne parle pas de l'appartenance à l'armée rwandaise, mais de la non-filiation de ce dernier avec Laurent Désiré Kabila. Mais il y a eu plusieurs témoignages. Il y a d'abord les vrais enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, qui ne reconnaissent pas Hippolyte Kanambe. Et Hippolyte Kanambe a un père et une mère. Sa mère s'appelait Marceline, et son père, là-dessus, qui était un ancien maquisard également, je vais vous donner son nom là-dessus. Depuis 18 ans, enfin, depuis, c'est la thèse de M. Honoré Ngbanda, rien n'a, semble-t-il, été réellement prouvé. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous dit accuser une seule personne ou accusant une seule personne vous fait vous fier à ces accusations plutôt qu'à des accusations plus claires de ce qu'il aurait fait récemment? D'ailleurs, dans le mensonge également, celle qu'on appelle Jeannette Kabila, ce n'est pas la jumelle, c'est en fait la petite sœur de son père, là-dessus. Et d'ailleurs, elle n'est pas née là-dessus, elle est née le 9 mai 68, à Rubavu. Le père, donc, de Jeannette, qui est la petite sœur, donc du père de Hippolyte Kanambe, s'appelait Monsieur Arthur, et la mère s'appelait Thérèse. Thérèse Ndesamburo. Voilà la vraie identité, d'où on part. Qu'est-ce qui se passe lorsque tout ce monde arrive donc à Kinshasa, chasse le président Mobutu? C'est à ce moment-là que les troupes rwandaises prennent le contrôle, pas simplement de l'armée, des services de sécurité, là-dessus, et des grandes structures de l'État. En fait, on est dans une phase de colonisation par le Rwanda de la RDC. Laurent Désiré Kabila sent de plus en plus, au niveau de la population quinoise surtout, et de la population congolaise, un rejet de l'armée rwandaise. Et c'est comme ça qu'il prend la décision, à un moment donné, de demander à l'armée rwandaise de quitter le pays. Et une bonne partie des militaires quittent. Mais James Kabarebe avait infiltré déjà notre armée, avec des militaires rwandais là-dessus. Dans toute l'armée, il avait, en tant que chef d'état-major général, pris le contrôle de l'armée et infiltré
pour un meilleur contrôle l'ensemble de notre armée. Et lorsqu'il quitte avec une bonne partie des troupes, mais il laisse une armée qui est infiltrée. Mais lorsqu'il quitte, son aide de camp, lui, ne quitte pas, il reste parce qu'ils ont été malins de pouvoir faire croire à la population que c'était le fils de Laurent Désiré Kabila. Mais ceux qui étaient autour de Laurent Désiré Kabila pouvaient, eux, ne pas le savoir. Comment il arrive à faire en sorte que, face à l'armée rwandaise qui attaque la RDC, ce soit Joseph Kabila qui soit désigné comme président de la République? Mais dans la planification, Laurent Désiré Kabila, dès le départ, ne devait pas être le chef de l'État. En fait, il s'est autoproclamé et a surpris ses alliés à Lubumbashi. Mais les Rwandais avaient déjà positionné leurs agents et soldats de l'armée à ses côtés et ont voulu faire croire à la population que c'était le fils. Donc, lorsqu'ils assassinent le président Laurent Désiré Kabila, c'est là qu'ils propulsent leur agent de l'armée rwandaise, chef de l'État. Sa mission, il y avait 4 objectifs dans sa mission. Premièrement, c'était de continuer à désarticuler l'armée, les forces armées congolaises. Et d'ailleurs, lorsque vous verrez dans tout le 18 ans qui s'est passé, et lorsque vous entendez parler qu'il y avait les attaques du CNDP d'abord, du M23 ensuite, tout ça, ce n'était qu'une mascarade en fait. C'était un prétexte qui était organisé par le Rwanda pour ensuite, d'après les attaques, venir toujours avec des compromissions, avec des accords. Des accords qui demandaient l'intégration de ces forces rebelles, soi-disant, une fois CNDP, une fois M23, au sein de l'armée donc congolaise. C'était qu'une manœuvre, une ruse là-dessus. Donc toutes ces attaques que vous voyez, la CNDP, etc., et regardez d'ailleurs lorsque Tshibanda signe ces accords honteux, c'était simplement pour permettre l'infiltration et l'intégration de forces rwandaises dans notre armée. Ça, c'était un des premiers objectifs. Deuxième objectif, c'était le pillage de notre pays. Un des ministres du gouvernement, que vous avez certainement reçu, a dit que dans les accords, 66 millions de dollars quittaient chaque mois la Banque centrale pour alimenter et être versés au Rwanda. 800 millions Non, 66 millions par mois. Fois 12, 800 millions de dollars par an. Multiplié par 18, ça vous fait près de 15 milliards de dollars. Depuis que les 18 ans. Depuis le 18 ans. Et ça, vous savez que c'est la justification du régime de Kigali, c'était pour, soi-disant, payer l'effort de guerre qui avait été mené pour chasser Mobutu en 7 mois. La RDC a payé 66 millions de dollars par mois pendant 18 ans. Pendant 18 ans. C'est ça qu'a coûté, je veux dire, à la République. Et ça veut dire, multiplié par 18, ça vous fait 15 milliards de dollars. Et quand Félix Tshisekedi arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est là, maintenant, la raison pour laquelle on cherche la tête de notre président. Lui a dit que non, ça ne peut pas continuer comme ça. 66 millions de dollars par mois. Lui a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et c'est une des raisons pour laquelle on lui fait la guerre. On lui fait la guerre à notre pays. L'objectif, dans tous ces objectifs qu'il était en train de mettre en place, c'était également la balkanisation du pays. C'est ce que son chef, le commandant suprême de l'armée de Hippolyte Kadambé, lequel lui appartient, c'était également organiser la balkanisation du pays. Mais là, il n'a pas réussi. Parce qu'il s'est trouvé face à un peuple qui veut rester uni et qui ne veut pas être divisé. Qu'il est aujourd'hui, ce peuple? Non, ce peuple ne veut pas être divisé. Que le Nord Kivu et le Sud Kivu, qui sont maintenant envahis par les troupes rwandaises, vous interrogez les populations là-bas, ça ne les intéresse pas. Elles rejettent cette armée. Et vous voyez l'action des Wazalendo, courageux, dont je veux rendre hommage, sont en train de défendre leurs terres. Mais aujourd'hui, vous dites, j'accuse Joseph Kabila de vouloir
et d'autres. Qu'est-ce qu'a fait Joseph Kabila? Quelle preuve avez-vous récente de l'action de Joseph Kabila pour déstabiliser la République et s'en prendre à la personnalité du président de la République? Alors, ce que je voudrais continuer à dire, c'est que l'objectif également, le quatrième objectif, c'était de pouvoir coloniser notre pays et rendre ce peuple dans un état d'esclavage. Le contrôle total pour organiser le pillage. S'il fallait tuer, on tue. S'il fallait massacrer, on massacre. Et d'ailleurs, l'ensemble de ces personnes qui ont été assassinées, lorsqu'on parle de Tchebeya, de Ndala, lorsqu'on parle de Rossi, de Mukendi, de Thérèse Kapangala, lorsqu'on parle de certains officiers qui ont voulu s'opposer à un moment donné, Baouma, lorsqu'on parle du général Baouma, le général également Mbouza Mabé, le général Mamadou Ndala, là-dessus. On les a tués. Lorsque un peuple se levait, comme le peuple du Congo en 2007 du Congo central, c'est 800 personnes qui ont été massacrées parce qu'ils ont voulu se lever contre ce régime. Je ne vous parle pas de la marche de Tingi Tingi au début, où on parle de 200 000 morts, Hutus, massacrés. Ne parlons pas au niveau de Mbandaka. Donc c'est un régime qui a commis des massacres. À Maluku, il y a plus de 4 fosses communes. Monsieur Bemba, ça c'est l'histoire. J'espère que justice passera. Plus récemment, vous accusez Joseph Kabila de vouloir tuer Félix Tshisekedi. Avant ça, je l'ai déjà dit lors de mes meetings, les Mobondo. Nous avons des Mobondo qui sont arrêtés et qui ont parlé. Et que lorsque les procès viendront, ils vont parler. Que disent-ils? Ils ont dit qu'ils étaient armés par Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, ce qu'il fait en envoyant de l'argent au niveau des Ouazalendo, du côté d'Ouvira par exemple, où c'était montré l'argent qu'il a envoyé pour pouvoir les tourner. Donc, cet effet au niveau des Mobondo, l'idée était de créer une insurrection au niveau de la capitale. Ce qui se passe, quand je disais qu'il finance, qu'il est le patron qui finance le M23 et l'AFD. AFD, c'est la France. Oui, c'est l'AFC. Mais maintenant, qui est celui qui réunit? Qui est celui qui est là-dessus, au niveau de Goma? Les financements par Joseph Kabila ont été démontrés, prouvés? Mais bien sûr. Mais le dernier en date, qui a envoyé au niveau de Ouvira, chez des Ouazalendo, $200 000? Mais vous avez vu comme moi les vidéos. La première chose qu'il a fait en arrivant à Goma, c'est d'aller dans le camp militaire pour voir où était la formation des militaires que lui finançait pour pouvoir être formés. C'est la première chose le lendemain de son arrivée. Donc Joseph Kabila veut prendre le pouvoir par la force ou en veut directement à la tête du président Tshisekedi? D'abord, il en veut à la tête du président Tshisekedi, parce qu'en fait, dans la tête de Hippolyte Kanambe, et certainement de l'armée où il est issu, c'est de penser que parce qu'ils ont chassé le président Mobutu, la RDC est devenue leur butin de guerre. C'est ça la philosophie qu'ils ont. Et il ne conçoit pas aujourd'hui, il ne comprend pas aujourd'hui que ce pays appartient aux Congolais. Et qu'il y a eu un homme, et il y a un homme qui s'est levé, qui est le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a dit halte à tout ça. La RDC ne continuera pas à être une colonie et les habitants ne sont plus les esclaves du régime rwandais. Quand je dis que Hippolyte Kanambe est un agent envoyé, laissé dans l'histoire de ce pays par l'armée rwandaise, dont le chef, le commandant suprême est M. Kagame, cette mission est celle-là. Et si aujourd'hui, il revient sur le terrain, c'est parce que son chef, son commandant suprême, Paul Kagame, lui a dit « Moi, je ne pourrais certainement plus rester dans le pays avec les accords que nous sommes en train de signer. C'est à toi maintenant que je donne ordre de pouvoir retourner là-bas et faire ce qu'il y a à faire. » Mais ils doivent comprendre, à qui il y a Hippolyte Kanambe. Ils doivent comprendre que si
la population n'était pas informée. Mais je tiens à dire quand même que ce qui est grave, c'est que pour arriver à mettre en place l'idéologie du mensonge, le mensonge d'État, là-dessus, il a fallu une complicité de certains Congolais. Après la FDL est venu le PPRD. Tout ce qui est les secrétaires généraux du PPRD, le président des assemblées nationales, du Parlement, à l'époque, le directeur de cabinet du président à l'époque ne pouvait pas ignorer. Vous citez... Mais je cite personne, mais je dis qu'il y a eu une idéologie, la propagation de l'idéologie du mensonge. C'est-à-dire qu'il fallait faire croire à la population que non, c'est le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais là, vous citez... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai très bien compris. Le PPRD était l'instrument de diffusion de cette idéologie du mensonge. Oui, mais là, vous citez Vital Kamere, secrétaire général. Je n'ai cité personne. Oui, il était secrétaire général du PPRD, Léonard Kitundu, le professeur Bochab. Je n'ai cité le nom de personne et je me refuse de rentrer là-dedans. Mais je peux simplement dire que les acteurs du parti de l'ancien président Hippolyte Kanambe sont des personnes qui ont à gérer ce parti. Il a eu un cabinet avec des directeurs de cabinet là-dessus. Qui étaient complices. Mais qui devaient le savoir, ou alors qu'ils nous disent tous qu'ils étaient tous ignorants. Donc il faudrait poser la question aujourd'hui. Là-dessus, il faudrait poser la question aujourd'hui. Vital Kamere, Léonard Kitundu, Évariste Bochab, Aubin Minakou et autres. Il faudrait leur poser la question s'ils étaient au courant. Parce que vous savez que, je vous demande maintenant où se trouvent les amis de Laurent Désiré Kabila. C'est curieux qu'on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est devenue la fille de Laurent Désiré Kabila, Aimée Kabila, qui, elle, dénonçait l'imposture, l'usurpation. Elle a été assassinée. Elle habitait aux zones, elle a été assassinée. Il y a encore des enfants vivants de Laurent Désiré Kabila. Il faut leur poser la question. Qui a inventé l'identité de Hippolyte Kanambe, devenu Joseph Kabila Kanambe? N'est-ce pas le professeur Ngoï Moukena, qui a témoigné ouvertement? Alors tous ces indices et toutes ces preuves doivent éveiller aujourd'hui la population et dire une chose. Nous, au Congo, on veut la paix. Que tout ce montage qui est en train d'être fait aujourd'hui par Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, là-dessus, doivent cesser. Le Congo aux Congolais. Vous avez parlé Ça doit être très clair là-dessus. Très bien compris. Congo aux Congolais. Vous avez parlé de Joseph Kabila, vous avez parlé de Moïse Katumbi. Que vient-il faire là-dedans? Alors, Moïse Katumbi. Et on attend les preuves, monsieur. Voilà, on y arrive. Et certainement, vous me parlez des preuves des élections. Je vous ai dit, là-dessus, que Moïse Katumbi est omnibulé, obsédé. C'est une obsession d'être président de la République. Très bien. Mais comment est-ce qu'il a voulu le faire en 2023? Je vous avais dit, lorsque j'ai fait cette interview, qu'une opération est en train d'être montée avec des Russes, parce qu'en tant que ministre de la Défense, j'avais le réseau d'information assez poussé, pour pouvoir manipuler et entrer dans le site de la CENI, sortir des faux listings et être diffusés par une grande organisation que je n'ai pas voulu nommer, mais en fait, c'était déjà les acteurs, certains acteurs de la SENCO. Vous nous avez dit que vous alliez nous donner des preuves. Aujourd'hui, voilà. Vous les avez? La CENI, le site de la CENI. Et je vous invite ensuite à aller à la CENI et poser la question. Le jour du vote, la CENI a été attaquée. Et ça, les informaticiens, ils le comprendront, ont été attaqués plus de 3400 fois. Attaqués plus de 3400 fois. Ça veut dire que vous aviez des interférences qui essayaient de rentrer dans le site de la CENI pour arriver maintenant à modifier les résultats des élections. Mais dès que nous avons eu l'information,
de cette tentative, bien sûr, j'ai informé le chef de l'État et le chef de l'État a fait prendre les mesures pour protéger le site. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas pu pénétrer le site. J'ai bien dit 3400 fois sur la journée. Et même le lendemain, 2 jours après, les attaques continuaient. Les preuves sont là, là-dessus. Et je vais vous dire plus que ça, sans vous citer les noms. Les preuves que cela vient de Moïse Katumbi aussi? Mais bien sûr. Bien sûr. Parce que le renseignement, moi, quand on me le donne, on le cite, nommément. Et vous avez réussi à monter sur la base des renseignements qu'on vous donne, bien sûr, à sa personne? Bien sûr. Puisque ceux à qui il a demandé, c'est ceux qui sont venus de nous dire. Et qui sont ceux-là? Mais ça, je ne vais pas vous donner le nom. Lui-même, il le sait. Il le sait. Mais demandez si oui ou non, le site n'a pas été attaqué plus de 3400 fois. Et peut-être encore, je suis dans les chiffres, c'était le chiffre que j'ai pu obtenir au lendemain des élections, mais certainement que ça a pu encore continuer, mais c'est de cet ordre de grandeur. L'idée était de pouvoir rentrer, changer les chiffres à l'intérieur des votes, imprimer un faux listing de résultats et le donner à des acteurs, à certains acteurs de la SENCO pour diffuser et dire voilà les vrais résultats, immédiatement après le vote. Malheureusement, ils n'ont pas pu pénétrer et sortir les listings là-dessus. Et d'ailleurs, ils ont confirmé par la suite que les chiffres qui sont sortis de l'élection présidentielle correspondent à ce que eux auraient également eu. Voilà, ça c'est le début. L'obsession, être omnibulé. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Vous avez entendu parler certainement de cet aéroport qui se trouvait à je me trompe pas. Puerto, non, c'est au niveau de Moulongo, je pense. Ça s'appelait Moulongo, oui. Moulondé. C'est à Moulondé. C'était, oui. L'aéroport qu'il a voulu. Oui, mais c'est un aéroport qu'il était parvenu à monter à 1800 mètres, avec 50 mètres plus de 50 à 60 mètres de large. Je peux vous dire qu'un aéroport comme ça peut accueillir jusqu'à un C-130, qui peut transporter entre 150 et 180 personnes, ou un Antonov 12, qui peut transporter plus ou moins 150 personnes. Ça veut dire qu'une opération aurait pu être montée par nos ennemis pour pouvoir débarquer à cet aéroport de Moulondé et attaquer le Katanga. Je vais vous dire la preuve qui existe. Je ne rentrerai pas dans le détail judiciaire. D'abord, c'est une faute pénale. Vous ne pouvez pas construire un aéroport sans avoir l'autorisation de l'AAC. Oui, mais il a dit qu'il en a construit, il a rétabli beaucoup d'autres choses. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Il y a toute une manipulation de faux également. Lorsqu'il a appris ça, il a essayé de se rattraper après coup en envoyant une lettre pour informer l'AAC. Pas pour demander l'autorisation, mais pire que ça. Au moment donc où nos services de sécurité prennent le contrôle de l'aéroport, on met la main sur son chauffeur personnel. Et vous savez ce que son chauffeur personnel fait découvrir au service de sécurité? Toutes les caches d'armes qui se trouvent dans les fermes de Moïse Katumbi. Pourquoi est-ce que, depuis tout ce temps, on n'a jamais vu ces images? Ces images, moi je les ai vues, elles existent. Mais peut-être que c'est entre les mains de la justice. À la minute où Moïse Katumbi apprend que son chauffeur est arrêté, c'est à cette minute-là qu'il prend sa Jeep et qu'il traverse sur la Zambie. Et que sa femme traverse le lac pour pouvoir rejoindre la Zambie. Donc vous avez la preuve aussi pour Moïse Katumbi. Et je vous le dis. Certains responsables de la SENCO, vous dites aussi? Certains responsables de la SENCO. Alors ça, c'est une grande déception. Parce que l'Église doit être au milieu du village. Mais ce que certains acteurs, je n'ai pas dit tous les acteurs, certains acteurs. Que vous ne pouvez pas citer? Je vais citer certaines preuves. OK. Sont en train de mener, c'est d'abord, ça a commencé par des discours de haine et d'incitation. Si vous regardez certaines, vous écoutez certaines homélies, des incitations au soulèvement. Je l'ai même dénoncé lorsque je suis venu la dernière fois chez vous. Ça a été fait à dessein. L'idée, le plan,
Et je vais vous dire pourquoi. Je vais arriver au pourquoi. Mais le plan était de pouvoir créer un soulèvement populaire en incitant à travers les homélies, régulièrement, les discours et les communiqués de la SENCO, un soulèvement au niveau de la population. C'était ça l'objectif. Pourquoi la SENCO ferait cela? Pourquoi je vais y arriver? Je vous parle du cheminement. Ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés là-dessus. Et ils ont essayé ensuite, avec Moïse Katumbi, au niveau des élections de 2023. Ça n'a pas marché. La guerre est en train d'arriver là-dessus. Ils espéraient certainement que la guerre allait vite se passer pour se débarrasser du président de la République. Ça n'arrive pas. Avant que j'arrive maintenant à leur plan actuel. L'idée, en fait, de leur dialogue pour la paix, c'est en fait une nouvelle ruse qui veut mettre le président de la République dans ce dialogue pour immédiatement, à travers ce dialogue, préparer la sortie du président. Tout ça, ils vont dire, c'est pas vrai, je raconte des histoires, mais c'est ça le plan. Et je vais vous dire pourquoi ils en veulent au président de la République. En 2019, déjà je veux citer les chiffres, l'ensemble des écoles catholiques, 19 217, 2019. Je cite la date, je vais vous dire pourquoi elle est importante. Le nombre de classes en RDC, il y avait 191 923 classes dans ces écoles conventionnées catholiques. Le nombre d'élèves en 2017 était de 6 20 138 élèves dans les écoles conventionnées catholiques. Le Minerval qui était payé variait entre 150 et 400 dollars. 400 dollars Kinshasa, 150 dans les coins les plus reculés. Même si je prends une moyenne de 300 dollars par année, que vous multipliez par 6 millions, j'arrondis à 6 millions d'élèves, fois 300 dollars, ça vous fait 1,8 milliard de revenus. Et aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement? Attendez, je vais y arriver. Donc, ça, c'est pour uniquement l'école primaire, attention. Ça fait oui, pour l'école primaire et secondaire. Parce que la gratuité n'est pas pour l'école secondaire. Oui, primaire et secondaire. Je divise même par 2. 1,8 milliard, je divise même par 2. On arrive à près de 900 à 1 milliard de dollars. À partir du moment, et suivez-moi bien, à partir du moment où le chef de l'État a décidé, parce qu'il veut donner à l'ensemble des enfants la chance d'étudier. Et je pense qu'en tant que père de cette nation, tout le monde applaudit cette politique, cette décision. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont cherché la tête du président. Donc les catholiques seraient contre le président parce qu'il leur ferait perdre de l'argent au bénéfice des populations. Je suis persuadé de ça. Monsieur Loussa-Koné, la dernière fois que vous m'avez interviewé, je vous ai dit que le président de la République avait remis à chaque évêché 1 million de dollars pour pouvoir aider dans leur évêché à mener des actions sociales en faveur de la population. J'avais même rajouté, il serait intéressant qu'on sache aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent. Eh bien, je peux vous annoncer qu'une audit a été réalisée par l'Inspection générale des finances. J'ai lu le rapport. Je peux vous dire que ce rapport est accablant. Plusieurs évêchés ont mal utilisé ces fonds. Je demande au secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Chollet, de demander à l'IGF de pouvoir publier ce rapport. Comme ça, nous allons voir si la bonne gouvernance, effectivement, a été de mise au niveau de la gestion de ces fonds. Parce que, je le dis, si on veut donner des leçons de morale
aux autres, on doit être en mesure de ne pas pouvoir en recevoir. Doit venir. Vous avez dit que vous citerez des noms. Là, je vais vous citer des noms et je vais citer des exemples là-dessus. Vous savez que le cardinal reçoit, dans le cadre des différentes organisations qu'ils ont au niveau de l'Église catholique, un groupe donc de chrétiens. Et il leur dit, voilà ce que nous sommes en train de faire, c'est chercher une voie de sortie au président. Une sœur catholique lui pose la question, mais on vient de terminer les élections. Vous voulez donc perturber le processus démocratique? Le monseigneur Chollet, dans une rencontre avec les pasteurs, le dit. Évidemment, il a nié, mais il dit clairement, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour préparer l'arrivée du prochain président. En 2028? Non. Non. Eux ne sont pas dans une stratégie de pouvoir attendre 2028. C'était d'évincer le président. En espérant que lorsqu'ils vont évincer le président, c'est pour faire en sorte que le nouveau qui viendra puisse annuler cette décision salvatrice que le président de la République, Félix Tshisekedi, a prise pour permettre à plus de 2 millions en plus par an d'élèves d'étudier. C'est ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous annoncez? Mais qui est le financier de ces certains personnes au niveau de la Senko? Ce sont Moïse Katumbi et c'est Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Le Joseph Kabila qu'il combattait quand il était au pouvoir serait avec eux. Et c'est ça qui est terrible. Mais est-ce que vous... Non, mais c'est ça qui est terrible. Mais si vous suivez, j'ai lu, parce que je n'ai pas suivi, mais vous suivez ce qu'il a écrit dans ses points, je crois c'est 12 points si je me souviens. Mais c'est d'abord, c'est chasser le président de la République. Oui, et c'est d'appuyer lui-même, c'est d'appuyer l'action de ce que ces personnes de la Senko, que j'ai appelées les politiciens en robe, veulent présenter en le soutenant, parce qu'ils savent que lorsque tout le monde va se retrouver autour de la table, tout le monde va se mettre d'accord à travers le jeu de l'ensemble pour dire, monsieur, nous donnons la porte, comme l'a dit le cardinal en face d'une organisation de l'organisation catholique, nous sommes en train de chercher une porte de sortie honorable. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais je le sais, mais j'ai des preuves. Est-ce que ce que vous pensez ou ce que vous dites, c'est aussi ce que pense le président Tshisekedi? Alors là, c'est pour ça qu'il ne les reçoit pas? Ah ben alors là, je veux dire que ce que je dis n'engage que moi là-dessus, et il vous a platané à poser la question au président Tshisekedi. Ce que je veux aussi dire à notre population, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons garder l'unité entre nous. Plus que jamais. Et je vais vous dire, les gens ne comprendront pas aujourd'hui ce que je suis en train de dire. Mais dans quelques années, ils comprendront. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir ce président, Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui s'est levé contre le Rwanda. Contre le Rwanda, contre Paul Kagame. C'est celui qui a fait condamner et fait mettre des sanctions contre le Rwanda. Et c'est celui qui est en train d'arracher cette indépendance, cette colonie dans laquelle on nous avait mis, et réduit ce peuple à l'état d'esclavage. Les générations futures reconnaîtront son passage à la tête de ce pays. Parce qu'il y a eu d'autres peuples dans le monde, je ne parle pas du peuple, qui ont connu également cet état d'esclavage, jusqu'au moment où ils ont été libérés par un homme que vous connaissez le nom, Moïse. Je ne veux pas comparer ce qui est comparable, mais je vous dis que Félix Tshisekedi, aujourd'hui, vous allez rigoler de ce que je veux dire, mais il est en train de jouer un rôle important dans l'extraction de ce pays entre les mains du régime rwandais. Tout est. Pourquoi Hippolyte Kanambe n'a jamais cherché à condamner le Rwanda? Pourquoi il n'a jamais essayé même d'obtenir
des sanctions? Pourquoi il n'a pas pu mener les démarches pour sortir de l'embargo au niveau des armes? Pourquoi il s'est tu contre l'agression rwandaise? C'est toutes les questions. Pourquoi? Je vais vous répondre. Parce que c'était un agent de l'armée rwandaise au service de son commandant suprême, qui était Paul Kagame, pendant les 18 ans. J'espère que vous avez les preuves, parce que ce que vous dites maintenant est officiel. J'espère que vous avez les preuves de tout ce que vous annonciez. Retour à une émission où vous accusiez déjà, notamment Moïse Katumbi, en 2023. Vous disiez que vous n'aviez pas de ressentiment contre Joseph Kabila. Mais je n'en ai pas. Moi, je parle du pays. Est-ce que... Je ne parle que du pays. Certains se posent la question... Et ça aurait été quelqu'un d'autre, nous avons condamné avant qu'il soit visible. Maintenant, je le disais, les gens rigolaient, disaient, Bemba dit n'importe quoi, il n'a pas de preuves. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Goma est au Congo, disent-ils. Donc, vous voulez me dire maintenant que ceux qui agressent la RDC, si vous étiez Congolais, jamais vous n'avez condamné. Au contraire, vous les avez compris. Vous êtes là-bas sous la protection de qui? Du Rwanda, c'est clair. Du Rwanda, c'est clair. Oui, mais du Rwanda, des forces. De Rwandaises, oui, c'est clair. Lequel il appartient. Bon. Attendez, vous croyez que n'importe qui peut aller là-bas, passer par Kigali, être escorté par des forces spéciales rwandaises et pour arriver à Goma et circuler là-bas sous la protection des forces rwandaises? Vous croyez que tout le monde peut se permettre de le faire? Demain, on parle de dialogue. Martin Fayulu propose que ce soit avec les religieux de l'ECC Senko. Vous participeriez à ce dialogue? Mais je sais ce que c'est que certains acteurs de Senko veulent chercher. C'est à travers justement ce que eux appellent leur dernière tentative, c'est de mettre en place ce dialogue pour qu'à l'intérieur, une dynamique se mette en place pour pouvoir évincer le président. Mais le président a été élu à près de 74% par la majorité, je veux dire, des Congolais. Nous allons pas... C'est un président qui est légitime, qui a été élu démocratiquement. Donc vous n'êtes pas d'une dynamique de dialogue. Je ne serai pas, je veux dire, dans une dynamique dont je sais, par les renseignements que j'ai, et j'ai la conviction, et j'ai toutes les preuves, que ce qu'on cherche simplement, c'est de pouvoir évincer le président qui a été élu démocratiquement. Lorsque certains acteurs de la Senko passent par Kigali, obtient au lendemain de la visite que le président leur a donnée, à leur demande, ils se rendent directement à Kigali dans les jours qui ont suivi. Donc ils avaient l'adresse de Kigali apparemment bien avant. Ils vont ensuite à Goma, ils sont escortés à Goma. Ils font des photos avec les terroristes. À 3 kilomètres de l'endroit où ils ont fait les photos, il y avait un des camps des déplacés. Est-ce que vous croyez qu'ils ont même pris la peine, en tant qu'homme d'église, pour dire « allons ne fût-ce que rendre visite et peut-être même prier » avec ces déplacés. Ils ont fait 250 km de Kigali pour arriver à Goma, mais ils n'ont pas pu faire 3 km pour aller compatir avec ces déplacés. Qui souffrent par qui? À cause de qui? À cause des terroristes, lesquels ils ont pris la peine de prendre des photos et de rigoler lorsqu'ils prenaient la photo. Est-ce que ça, ce n'est pas triste pour notre pays, pour notre peuple? Et est-ce que vous savez qui a pris rendez-vous chez le président Macron? Bien sûr, ils diront que c'est pas vrai. Pour nos fameux hommes politiques en robe. C'est qui? Président Kagame. C'est président Kagame qui a pris rendez-vous auprès du président Macron pour recevoir... Pour qu'il soit reçu. Ça, vous avez la preuve. Ce qu'on appelle les renseignements, oui. Monsieur Jean-Pierre Mbemba, merci beaucoup de nous avoir accordé cette longue interview, plus d'1 heure et demie, qui sera sûrement suivie de réactions et d'autres émissions, sûrement.
Quid de la justice? Vous avez des renseignements, vous avez des preuves. Si rien n'est fait du côté de la justice, que doit-on penser? Coup d'épée dans l'eau, annonce. Mais vous savez qu'il y a une question que des juristes devraient se poser. Lorsque un président prête serment sous un faux nom, qu'est-ce qu'il advient? Est-ce que cette élection ou cette prestation de serment peut-elle être annulée? Vous parlez de Joseph Kabila. Je parle de Hippolyte Kanambé. Né Hippolyte Kanambé. Si demain dialogue... Professeur Ngoï Moukena fabrique une identité. Si demain dialogue il y a autre que Senko, parce que dialogue, le président ou tout le monde semble dire que l'issue à la crise viendra dans des pourparlers entre Congolais et avec le Rwanda. Toutes les personnes que vous accusez aujourd'hui auraient voix au chapitre? Ben, écoutez, d'abord, c'est pas moi qui vais l'organiser. Je pense que c'est au niveau du chef de l'État. Vous y participerez? Et si le chef de l'État, je veux dire, pense que c'est la formule qui doit permettre de revenir à la paix. Et vous vous retrouverez face à Joseph Kabila, à Moïse Katumbi et à la Senko? Mais ça, je ne peux pas préempter de qui sera là-dessus. Mais ce que nous recherchons, c'est la paix. Et si la paix doit passer par un dialogue, elle passera par un dialogue. Vous étiez hier... Mais un vrai dialogue, pas un complot contre le chef de l'État et contre les institutions. Vous étiez hier président du MLC, Mouvement Rebelle. Hier, on vous appelait rebelle, aujourd'hui, vous les appelez terroristes. Quelle est la différence entre ces deux positions, sachant que dans la com des uns et des autres, l'objectif était le même? Alors, là vous faites, une bonne question, mais vous faites une erreur, je vais l'expliquer. Le président Tshisekedi qu'il combatte, chef de l'État, est un président élu. Élu, démocratiquement. Lorsque j'avais pas besoin, je suis issu d'une famille qui n'avait pas besoin de le faire. J'étais dans les affaires. Mais j'ai été révolté lorsque, en chassant le président Mobutu, ce qui arrivait après, et je crois que tout le monde a compris aujourd'hui, c'était une colonisation de notre pays par le Rwanda. Lorsque vous avez un chef d'état-major qui est rwandais, ce qui vous montre bien, et qui est la colonne vertébrale du pays, ça vous montre que ce pays est entre les mains des Rwandais. Moi, j'ai combattu, pas un régime démocratiquement élu, j'ai combattu la présence, l'invasion, l'appropriation de notre pays par le Rwanda, par les forces rwandaises. C'est ça que j'ai combattu. Et c'est ça la différence. Eux, ils combattent un président démocratiquement élu. Je n'ai pas combattu un président démocratiquement élu. J'ai combattu la présence rwandaise dans notre pays. Et c'est ça la différence qu'il faut retenir. Avec l'appui de l'Ouganda, qui aujourd'hui aussi est cité dans cette expansion rwandaise, quel conseil pour terminer, ou quel message envoyer à ceux que vous qualifiez de terroristes aujourd'hui, vous qui avez travaillé avec? Ce que moi je peux leur dire, vraiment profondément, la voie qu'ils prennent, ça l'amènera nulle part. C'est la voie de l'asservissement. Qu'ils arrêtent, qu'ils quittent, qu'ils coupent le cordon ombilical s'ils le peuvent avec ces forces étrangères. S'ils sont véritablement des Congolais et qui se considèrent en âme, en conscience, en esprit congolais, qu'ils rejoignent l'unité de ce pays, l'unité de ce peuple là-dessus. Et que toutes ces velléités qui visent à déstabiliser, à balkaniser le pays, que ça cesse. Vous étiez, vous, hier, rebelle. Est-ce que vous le regrettez ou est-ce que vous regrettez à un moment donné d'avoir combattu en alliance avec des forces étrangères? Attention, lorsque j'ai eu le soutien de l'Ouganda, c'était très clair. C'était pour la formation de nos hommes là-dessus. Rien que ça. Et c'était pas pour signer des accords pour dire « je vends le pays ». D'ailleurs, nous avons remis plus de 20 054 hommes lors de la réunification.
Ce qui montre bien que ce sont des Congolais qui combattaient. Et je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que grâce au combat que nous avons mené, nous avons pu rétablir la démocratie en passant par le processus de Lusaka et de Sun City. Rappelez-vous, le régime de la FDL avait supprimé tous les partis politiques. Il n'existait plus de partis politiques. Les libertés, je veux dire, individuelles n'existaient plus. Nous avons parvenu à remettre en place une constitution dans notre pays qui n'existait pas. Cette constitution qui a été signée à travers le 1+4, là-dessus. Nous avons permis de réunifier l'armée, les services de sécurité, l'administration. Et nous avons permis par ça également à obtenir des élections en 2006, par la suite, dont j'avais gagné, parce que je vais revenir là-dessus. Lorsque les élections ont lieu et que je gagne à 53,7%, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Kagame appelle ses amis en Europe, aux États-Unis, et lui dit, il n'est pas question que Bemba soit président. Si Bemba est président, la guerre va continuer. Et la décision se prend à l'étranger, je ne citerai pas les pays, j'écrirai peut-être un jour, où on appelle l'abbé Malou Malou à l'étranger, dans une capitale, et on lui dit, vous ne pouvez pas proclamer Jean-Pierre Bemba. En 2011, c'est le même scénario qui recommence. Monsieur Kagame s'oppose parce qu'il juge qu'il est imprévisible. Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, j'ai dit. Étienne Tshisekedi est imprévisible et qu'il ne veut pas d'Étienne Tshisekedi au pouvoir en RDC. Et les résultats que vous connaissez sortent en faveur de l'agent rwandais au service de l'armée rwandaise. Vous connaissez la fortune qui m'a été donnée par un chef d'État de la région qui connaît bien Hippolyte Kanambe. Et ce n'est pas des moindres. La fortune de Hippolyte Kanambe est de 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars américains.